Bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille Gabrielle Prax. Gabi, comment tu vas? Salut Benja, je vais super bien. Et toi? Mais alors moi, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que ça va souvent bien. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai un t-shirt incroyable Dragon Ball. J'ai passé une super séance avec un groupe incroyable, encore une fois, dans mes séances de groupe sportif. Donc, merci de le demander. Ça va super. Ça me fait bien plaisir. J'en profite, du coup. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Alors je m'appelle Gabrielle Prax, comme tu viens de me dire. Je suis personal trainer spécialisée dans l'accompagnement des femmes sédentaires, donc surtout des femmes, aussi des hommes, mais qui se remettent au sport. Donc soit des personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants, soit des personnes qui sont enceintes, en postpartum immédiat, ou bien plus tard dans leur vie, quand leur enfant ou sans enfant, si elles n'en ont pas. Voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc voilà, moi je suis vraiment, ma spécialité, c'est les personnes sédentaires. Le must, c'est les femmes. Et voilà, je suis infirmière de formation initiale et je me suis lancée à temps plein dans le personal training depuis le 1er août. Et c'est la meilleure décision de ma vie. 1er août 2023, hein, pour info, on est 2023, en, oui, oui, bah, ouais, on est en février. J'essaye de placer quelques dates. Je me dis dans 10 ans, ce sera fou de réécouter ça. J'anticipe, tu vois. Mais ouais, on est début février 2024, du coup, pour l'info. C'est intéressant, ça. Du coup, est-ce que le sport, ça a toujours fait un peu partie de ta vie, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a fait que faire ressortir un peu cette personnalité, cette spécialité? Parce que pour ceux qui l'auraient peut-être pas bien compris, donc je le dis, t'étais effectivement infirmière avant. Et t'as vraiment décidé, par rapport à toi, tes envies et ce que tu avais vraiment envie de faire au niveau global de l'accompagnement de l'humain, pardon, de mettre un peu ça de côté, totalement, partiellement, ça je sais pas, mais je serais un peu curieux d'avoir voilà, d'avoir ta réponse là-dessus, quoi. En fait, j'étais toujours, donc j'ai toujours été intéressée par l'accompagnement humain. Comme tout le monde, je pensais que, vu que j'étais forte en maths et que j'étais forte en sciences, que médecine, c'était ma destinée. Comme je suis quelqu'un d'assez studieuse, je sais étudier longtemps, et cetera. Puis tout compte fait, en fait, j'ai pas aimé, j'ai eu une très mauvaise gestion du stress pendant mes études de médecine et donc j'ai arrêté, je me suis redirigée vers des études d'infirmière et moi, comme j'adore tout ce qui est poussé, beh, j'ai fait infirmière aux soins intensifs et c'était vraiment, mon domaine. Je vais parler de ma zone d'excellence, mais pas ma zone de génie. Hem, Ah, c'est intéressant ça. ouais, Ouais. et vraiment, j'ai eu du mal à quitter parce que je savais que j'étais bonne et je savais que j'avais des grosses capacités, mais c'est pas ma zone de génie, c'est-à-dire que c'était trop chronophage, trop énergivore, alors que là, en tant que personal trainer, je suis à ma place et mon travail me nourrit, autant que je nourris les autres. Super Heu, intéressant comme concept et si tu me permets, je vais rebondir sur une chose qui est qu'en fait, alors tu me dis si je me trompe, j'ai un peu le même concept que toi, mais j'ai pas la même terminologie, donc tu me dis si je me trompe, ok? En fait, on part tous de zéro et quand on va aller chercher, moi j'imagine ça comme un arc de cercle où en fait d'un côté, donc tout à gauche par exemple, on a la non-compétence et tout au bout, on a, alors moi j'utilise l'excellence et je pense que toi tu parles par contre de zone de génie. oui. Et au milieu, toi tu parles d'excellence, mais moi je parle de complaisance. Est-ce qu'on est un petit peu d'accord là-dessus? Ou en fait, le milieu de cet arc, c'est là où tu es bon, mais voilà, juste tu fonctionnes, ça va bien, mais c'est pas non plus ce qui te parle, ce qui te nourrit. Est-ce qu'on est un peu dans le même concept? Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que, je sais que je suis, que je fais bien mon travail. Je sais que, je gagne bien ma vie. Je mes journées étaient rythmées par des horaires, par un CDI, quelque chose de confortable. Donc en fait, ça, ce qui a été le plus dur pour moi de partir, c'était parce que c'était confortable, mais à la fois, à un moment donné, c'est devenu trop inconfortable, donc je m'y retrouvais plus. Mais et donc là, à l'heure actuelle, il y a d'autres challenges, mais en attendant, ce que je fais me nourrit, beaucoup plus et je suis vraiment heureuse, quoi. Avant, j'étais confortable, mais je peux pas dire que j'étais heureuse, quoi. Est-ce que tu penses que le confort est antagoniste au bonheur? Absolument pas. Non, non. C'est juste que je pense qu'il faut trouver ce qui nous nourrit. C'est-à-dire que, ce qui moi m'a fait changer et en fait, le fait d'être personal trainer, moi je m'estime encore dans la santé, mais dans un autre univers. C'est-à-dire que je pense que je suis non, je enfin, c'est pas que je pense, c'est je suis dans la santé primaire, donc dans la prévention primaire. Donc moi je m'occupe des gens qui sont en bonne santé, des gens qui ont parfois quelques pathologies, minimes, mais en fait, j'optimise leur santé pour le reste de leur vie. Que aux soins intensifs, j'étais dans le parti curatif
très, dans le panel, voilà, proche de la mort, complications graves et cetera. Donc j'étais dans un univers assez, mor comment on peut appeler ça? Un peu morbide, qui a quand même impact malgré soi. Alors que là, je suis dans un univers de prévention où en fait j'accompagne des humains, j'accompagne différemment, mais j'ai des humains qui viennent à moi parce qu'ils ont envie et parce qu'ils ont envie d'aller mieux, que dans l'autre, c'était des humains qui étaient là malgré eux, donc ils ont quand même besoin de soins. Mais moi, c'est plus ce n'est plus ce qui me nourrissait. J'avais besoin d'avoir des gens qui avaient envie d'être à mon contact et qui avaient envie de s'investir. Et moi, j'avais envie de pas avoir l'impression de dépenser mon énergie pour rien, parce qu'il y a beaucoup de patients qui prennent et puis qui n'en font rien. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, sur ce chemin qui est le mieux-être, le bien-être, la santé, peu importe le terme que vous allez utiliser, bah, en fait, il y a pas de vérité vraie, en fait. Il y a que des vérités qu'on se crée. Et moi, c'est ce qui m'a permis, en mon sens, d'aller chercher plus loin que ce qu'on m'a toujours donné. Parce que tu vois, en fait, c'est un peu le médecin, l'urgentiste, l'infirmière. C'est un peu des, alors on a besoin de ces gens-là, soyons bien d'accord, hein. On vous applaudit vraiment, on a besoin de vous. Mais l'idée, encore une fois, c'est que c'est des gens, c'est un peu comme la police. Ils vont jamais intervenir que après les faits. Tu vois ce que je veux dire? Un policier, tu dis, écoutez, il va y avoir un vol, il va pas te dire, ok, il va dire, bah, attends qu'il y ait le vol et puis appelle-moi, parce qu'avant, je peux juste rien faire. Bah, le médecin, etc., c'est un peu cette idée-là. Et en fait, moi, ce que je vois beaucoup avec le coaching, l'accompagnement holistique, le milieu du bien-être, donc vraiment de la santé globale et de prendre soin de soi de façon volontaire et en première action. Donc vraiment, cette idée de, encore une fois, c'est des termes voilà, qui me collent à la peau, mais être acteur de sa vie, être acteur de son propre bien-être, et l'acteur principal qui plus est, c'est cette idée de, OK, je choisis consciemment de prendre du temps, d'investir de l'énergie, très souvent aussi de l'argent, sur moi-même. Et honnêtement, je vous le dis, en mon sens, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire de votre vie. Vous-même, votre corps, vos compétences, etc. Donc c'est Parfois super intéressant que tu et te sois rendu compte de ça. et parfois, l'investissement en soi-même, il vaut moins cher que l'investissement par la suite. Parce que pour toutes les personnes qui Mais ouais, n'investissent c'est pas vrai. dans leur santé maintenant, alors que ça coûte, bon, voilà, c'est un certain tarif, mais par exemple, toutes les personnes qui voient à court terme pour, imaginons l'alimentation, bah, si dans 20 ans, il y a du diabète et puis dans 40 ans, il y a les complications du diabète, ça coûtera bien plus cher d'acheter un lit paramédical, enfin un lit médicalisé, d'avoir une maison de plain-pied, d'avoir des soins à domicile tous les jours, d'avoir de la kiné, d'avoir aussi une qualité de vie qui est minime. Enfin, le coût à long terme, il est beaucoup plus conséquent que voilà l'investissement en soi. Et puis, quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est pas que des sous donnés à quelqu'un, c'est on paye pour un service de qualité, il y a une relation avec la personne, c'est euh, c'est un package de services. Quand on a la bonne personne, c'est du pain béni, quoi. On passe des bons moments dans sa semaine. Je suis d'accord et enfin, tu me connais assez pour savoir que moi, c'est vraiment ce que j'offre aux gens que j'accompagne, c'est une expérience et un accompagnement où je dis aux gens, moi, je mets mon énergie, mon savoir, mes compétences, mon temps, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Donc, je peux pas faire plus que ça à votre service. Mais par contre, j'attends la même exigence de qualité de votre part et donc toujours cette idée d'investissement, tu vois. Et là, tu vois, j'ai une question pour toi qui me vient. Je me dis, ok, comment est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faudrait dire selon toi pour faire réagir un petit peu les gens à ça? Parce que tu vois, ce que tu dis, c'est hyper pertinent de se dire, si tu n'investis pas maintenant en toi-même, tu vas investir, ne serait-ce que de façon monétaire, beaucoup plus cher plus tard. Et ça, c'est un fait. Je veux dire, parce que les industries agroalimentaires n'ont aucune obligation de santé envers les clients. Et on est gouverné par ça, soyons bien d'accord. Enfin, en Belgique, parce que nous, on est de Belgique, on vient encore de voir là avec Nestlé, avec les eaux là, que l'État était au courant que les eaux étaient impropres à la consommation. Enfin, c'est un truc de fou. On va pas partir sur le côté un petit peu, tu sais, conspiration theory, tout ça, mais je trouve ça triste en fait. Juste, je trouve ça triste. Donc, pour toi, quelle est un petit peu la première prise de conscience, la première idée la première graine à mettre dans la tête des gens, se dire, ok, ça vaut la peine, quoi. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Hem, c'est une excellente question. Bien souvent, chez les gens, ça va démarrer, on va être clair, quelqu'un qui n'a pas d'activité physique ou qui mange mal, même s'il n'est pas encore malade, il n'est pas en forme. C'est des Il est en personnes. devenir, quoi. Il est en devenir de, ouais. Mais les premiers, si je peux appeler ça des symptômes, mais les premières manifestations, c'est quelqu'un qui va se sentir fatigué,
c'est quelqu'un qui va avoir du mal à dormir, qui va se plaindre d'avoir des douleurs, un peu partout, mais des douleurs qui migrent. Donc un coup, c'est un mal à l'épaule, un coup, ça va être un mal au genou, puis c'est mal au dos, puis c'est le nez qui est tout le temps pris. C'est des personnes qui, en fait, ne se sont pas, vu qu'elles n'ont pas le moment sportif pour se défouler, qui vont être un peu prises de colère ou qui vont pas savoir gérer leurs émotions. Donc en fait, il n'y a pas. C'est plutôt, je vais proposer aux gens d'être un peu en introspection en se disant, voilà, est-ce que tu es bien dans ta vie? Et si la personne me dit, bah en fait, je dors pas hyper bien, enfin si la personne c'est pas, me dit oui, je vais dire, mais tu dors bien, t'as pas de douleur. Bien souvent, c'est eux qui viennent me contacter parce qu'il y a, mais en fait, on se rend compte que quand il y a un chaînon manquant au bien-être, tout de suite, il y a une répercussion. Alors, ok, elle n'est pas pathologique, mais il y a des manifestations directes, mauvais sommeil, enfin, comme j'ai dit tantôt, des douleurs, etc. Une personne qui est complètement bien et équilibrée, elle ne se pose pas la question de j'ai mal au dos et je ne sais pas à cause de quoi. Ou elle, c'est pas quelqu'un qui va s'énerver tout le temps contre ses enfants ou qui va être au travail en train d'en vouloir à la terre entière. Voilà, il y a toujours un truc qui va nous faire nous dire il y a quelque chose qui va pas en fait. Est-ce que ou j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de taper sur quelque chose. Voilà, ne serait-ce que ce genre de pensée, en fait, la personne est en train d'exprimer que, ou même encore autre chose. Ah, moi, je suis vraiment une addict au sucre. Mais non, mais rien que ça, c'est qu'il y a un truc qui, voilà. En fait, on n'est pas addict au sucre pour rien. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. C'est qu'il y a, voilà. Compensation. J'ai bien aimé, tu as remplacé le mot symptôme par manifestation. J'aime beaucoup, je pense que je vais le garder. Parce qu'effectivement, il y a rien à faire. Le terme, les sémantiques, le terme sémantique qu'on va utiliser, ça a tendance aussi à tronquer un peu le résultat et la réponse des gens, tu vois. Et j'aime bien le terme manifestation parce que je pense que les personnes qui écoutent là ce podcast peuvent se dire, OK, bah, ouais, ça m'arrive en fait de pas dormir, ça m'arrive. Alors les ça m'arrive, moi je trouve ça pas correct parce qu'encore une fois, enfin, je veux dire, quand par exemple mon épouse a 3 jours, il faut être à 200% parce qu'elle a une exposition, ça fait des mois qu'on la prépare. Moi, je t'avoue, je suis all-in, quoi. Je fais pas attention au sucre, je dors pas bien, je compense au café, des choses comme ça. Et je pense que là, il faut aussi savoir se connaître. Par contre, et là, je suis totalement de ton avis, hein, soyons bien d'accord avec ça, je suis totalement Team Gabi, c'est ce côté où en fait, c'est devenu la norme. Et alors que ça doit pas être une norme, ça doit être quelque chose qui est, euh, j'ai même pas envie de dire régulier, mais qui est de temps en dans un autre, tu vois, anecdotique peut-être. Anecdotique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que du coup, je pense vraiment qu'encore une fois, la norme, la moyenne de vos habitudes font aussi la moyenne de votre vie et de votre état de santé. Et à travers ce podcast, c'est aussi ça. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas du tout dans le oh là là, ce que vous faites, c'est pas bien. Par contre, on est dans la conscientisation. Et là, je trouve ça intéressant parce que on a la chance d'avoir une professionnelle de santé compétente, c'est une évidence par rapport à ce que bah, je t'invite pas pour rien, on va pas se mentir, mais surtout cette double casquette qui est qu'à travers aussi le côté santé, tu vraiment là, donc, au sens strict du terme, tu étais infirmière, donc voilà, tu as pu aussi voir les gens avec bah, leurs regrets quoi et leurs problématiques. Et toi, tu t'es dit ok, et c'est marrant parce que moi j'ai fait ça en tant que coach sportif et j'ai creusé en amont, tu vois, et tu as fait pareil en disant ok, mais c'est mieux quoi d'être là quand il y a la problématique ou d'être là 2, 3, 4, 5 fois semaine, même une fois semaine, pour créer une habitude qui va les empêcher ou en tout cas retarder le plus possible cette justement descente de la santé globale et au final avoir une meilleure vie parce que c'est ça aussi la santé. Et je compléterai même plus en disant que oui, ça retarde, en tout cas, ça évite une pathologie. Mais si on le voit dans le bon côté des choses, c'est que ça ouvre d'autres portes au bien-être. Donc, cette prise de conscience, imaginons, voilà, une personne a du mal à dormir, et puis en fait, elle va se dire, ok, peut-être que je mange trop gras le soir, que c'est trop riche. Ok. Bon, et si je faisais attention à mon alimentation le soir? Et ben en fait, peut-être qu'elle va se dire, mais en fait, est-ce que c'est pas ma journée qui en fait est mal régulée? Et puis après, elle va se dire, mais en fait, est-ce que je ferais pas un peu de sport? Et puis, tout compte fait, ben en fait, est-ce que je passe assez de temps avec mes proches? Et puis en fait, on peut aussi voir à l'envers en se disant, mais plutôt que d'éviter le pire, en fait, on s'ouvre surtout au meilleur. Moi, je vois ça aussi, c'est l'éveil des consciences pour se dire, mais en fait, on a un plein potentiel. Pour moi, ça, c'est le début de la porte du plein potentiel en se disant, mais en fait, le bonheur, il est partout. Il y a il y a plein d'accès au bonheur qui coûtent zéro, accessible dès maintenant. Si on appelle une amie, on va se passer un moment de qualité.
enfin, il y a plein de choses, OK. Voilà, il y a ce premier cette première manifestation, je la fais taire et je me dirige, entre guillemets, vers le côté obscur de la force et puis je l'écoute et en fait, je me rends compte qu'il y a un panel de choses à explorer qui peuvent, potentialiser mon bien-être, fois 1000 quoi. Je suis super d'accord, encore une fois. Désolé, hein, je risque d'être beaucoup d'accord avec elle, mais quand c'est qualité, moi je suis d'accord. Donc, il y a vraiment ce côté-là et en fait, au final, si je dois vraiment résumer la chose par rapport à ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est en fait, il vaut mieux prévenir que guérir, donc agir vraiment à la source même du problème. Mais aussi, et honnêtement, j'en reviens à chaque podcast à ça, c'est cette capacité à se connecter avec soi-même, quoi. C'est cette connecter à conscientiser les vraies problématiques et à parler. Et en fait, je me rends compte, moi, avec les échanges que j'ai, les gens sont souvent très interpellés par le fait que je suis totalement OK de dire que j'ai fait de la merde ou de dire que j'ai fait une erreur. Et en fait, les gens sont ouais, mais toi, t'es bon. Non, je suis pas bon. En fait, je fais beaucoup d'erreurs et donc j'explore. Parce que ça, c'est ma personnalité. Hein, soyons bien d'accord. C'est pas un effort pour moi d'explorer. J'adore ça. Par contre, c'est un effort pour moi de rater. Ça, c'est la vie. Mais par contre, ces erreurs me font prendre de l'expérience et c'est là que je donne de la plus-value aux autres. Donc, j'aime vraiment. Je trouve que ça, on a vraiment super bien démarré en fait avec cette double casquette quoi, avec la santé, je veux dire au sens strict, donc vraiment infirmière, et aussi avec ce que tu as amené là. Au niveau de tes spécialités, au niveau de tout ce que toi tu vas apporter à travers, encore une fois, tout ce que tu viens de dire, je sais que tu as plusieurs spécialités. J'aimerais bien qu'on en parle. Alors, histoire de structurer un petit peu le podcast, est-ce que c'est OK pour toi qu'on commence, parce que là, on en a quand même parlé un petit peu, d'abord le sport. Oui. OK. Je dis pas le reste parce que comme ça, je spoil pas. Restez jusqu'à la fin du podcast. Le mec, c'est un marketeur, c'est un marketeur. Et On et part du coup. et Vas-y. et surtout, je vais pouvoir finir de répondre à la question, la première c'était, Fonce, fonce, fonce. Vas-y. est-ce que j'ai toujours fait du sport? Et comme ça, je Ouais. vais repartir de là et puis je vais vous amener dans mon univers actuel. Heu, Magnifique. Alors, si vous n'aviez pas compris, Gabi est beaucoup plus structurée que moi. Gabi fait des chapitres. Benjamin, écoute, ça me va très bien. Ok, on part sur ça du coup, Gab. Alors, Alors parle-nous un peu de ta relation et puis de ton expérience et de ton historique avec le sport en tant que pratiquante, mais aussi en tant qu'accompagnante en fait. tout à fait. Alors, j'ai toujours fait du sport parce que j'ai des parents, sportifs qui m'ont montré l'exemple, donc ça, à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. Un papa, cycliste, une maman, qui a fait un peu du touche à tout, puis ensuite les 2 sont des, gros randonneurs, donc en fait, on a toujours eu, un exemple de sport dans la famille. Les vacances étaient un peu sportives, donc on a toujours été initiés à ça. On pourra aussi revenir après avec, les tendances négatives où du coup, j'avais quand même une maman qui avait peur qu'on soit gros et donc en fait, il y a comme chaque chose, on a l'avantage de ses inconvénients, voilà. Donc j'ai toujours baigné un peu dans le milieu du sport. J'ai fait un peu de tout, de la danse, du basket, du handball, du badminton, de la zumba, et donc j'ai jamais eu de hiérarchie de sport, dans mon esprit. Il y a pas un sport meilleur que l'autre, donc à ce niveau-là, j'étais toujours ouverte. Et puis moi je suis d'origine, je suis française, peut-être que ça s'entend avec mon accent. Les Belges vont entendre que je suis française et les Français vont entendre que je suis belge. Maintenant ça se passe comme ça. T'es pile au milieu, je connais, ouais, je connais. Et donc quand j'ai commencé mes études en Belgique, bah, je me suis dirigée, vers des cours de sport et puis, très rapidement, je me suis dirigée vers une salle de fitness et là j'ai découvert le milieu du fitness, de la musculation et puis, j'ai toujours fait du sport pendant mes études et en fait, je voulais même être pendant mes études, être prof de sport. Mais on m'avait dit: «STAPS, c'est bouché», voilà, les infos qu'on te donne, quand tu es à l'école. Ouais. C'est bouché, du coup, bah, c'est plus intéressant de faire médecine et cetera. Donc j'ai toujours fait un peu de sport sur le côté et puis, là où j'ai compris l'importance du sport, ça a été pendant la crise covid parce que du coup, j'ai fait, mon métier d'infirmière pendant la crise covid et toutes les gros cas, soit des survivants, mais soit des personnes aussi, on a eu beaucoup de décès, en fait, avaient des comorbidités, donc obésité, hypertension, diabète et je me suis dit: «Mais comment ça se fait que les gens n'ont pas pris conscience de l'importance du sport?» Parce que là, on voit vraiment les dégâts que ça fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Ouais, t'es en première ligne, hein. Voilà, donc ça a été ma première réflexion et puis, quand voilà les allez, comment on appelle ça encore? Il y a eu le confinement. Quand les confinements ont été Ouais. levés et qu'on a pu se rassembler, moi j'en avais marre de m'entraîner toute seule chez moi, devant mon écran, donc j'ai dit à mes collègues: «Venez, on se réunit, dehors, on va faire un peu de sport dehors»
et j'ai des collègues qui ont été partants et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais donner des cours de sport. Donc à ce moment-là, j'étais pas formée, je partageais juste mes séances et je me suis dit: «Là, il y a un truc à creuser» et donc c'est comme Hmm. ça que, je me suis formée et puis, de fil en aiguille, bah, mon activité complémentaire est devenue mon activité principale. Et puis je me suis spécialisée dans tout ce qui est, pré et post-natal et qu'est-ce qu'on nous apprend dans les premières formations de pré et post-natal? C'est tout ce qui va être périnée. Parce que voilà, c'est l'info qu'il y a avec voilà les femmes enceintes, le poids du bébé appuyé sur le périnée. Donc en postnatal, vous pouvez pas faire n'importe quoi aux gens parce qu'ils n'ont pas encore un périnée qui est redevenu à la normale. Donc il y a des risques, etc. Donc on nous informe beaucoup à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, ben en fait, j'ai un souci avec mon périnée. Moi, mon périnée, j'ai pas encore d'enfant, mais je suis pas à l'aise avec ça. Ça m'est arrivé d'avoir des fuites urinaires quand j'étais dans des séances dans le fitness. Et puis en fait, je me suis rendu compte que des choses que je pensais normales ne l'étaient pas. Donc, je me suis renseignée, je me suis formée. J'ai moi-même expérimenté bah, tout ce qui était kiné, urogynéco, des rendez-vous, etc., médicaux par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le périnée, c'était la base de tout. Parce que surtout chez la femme, chakra sacré, relations sexuelles épanouies, place qu'on se donne dans la société. Hmm. Moi, j'avais la chance de ne pas faire d'infection urinaire, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées au niveau du périnée par des cystites à répétition, des personnes qui ont des dyspareunies, donc c'est des douleurs à la pénétration. Donc en fait, ça englobe un bien-être chez la femme qui est majeur. Et Ouais, je carrément. me suis dit, il faut que je me forme et il faut que je transmette ces informations-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le même contexte que moi, c'est-à-dire elles ont des soucis, elles ne le savent pas, elles savent qu'il Ouais. y a un truc qui cloche, mais personne n'a mis les mots sur ça ou personne leur a donné la parole, enfin, n'a su leur faire exprimer ça, quoi. Et donc ça, Ouais, c'est c'est. une de mes spécialités, c'est la femme et libérer la parole autour du périnée parce qu'en fait, dès que le périnée va bien, bah, il y a beaucoup de choses qui se règlent dans la vie aussi, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, encore une fois, cette histoire de périnée où tu te rends pas compte. C'est un peu, voilà, on rentre quand même dans l'intimité de la personne. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens qui me font confiance et donc qui m'en parlent. Je suis loin d'être un expert en périnée, mais par contre, j'ai tellement eu de cas un peu comme tu le racontes. Tu sais, bah, là, je parle plutôt expérience CrossFit, mais des double under, donc des doubles sur la corde, impact à répétition avec voilà, une certaine intensité dans l'impact du saut, forcément, hein, puisque c'est de l'intensité quand même. Et là, on a des fuites urinaires, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, on n'est pas tous égaux face à ça, tu vois. Oui, oui. Enfin, notamment vous, mesdames. Ouais. Et on en Et revient à ce que tu disais tantôt par rapport au fait de se connaître et de savoir qu'il y a des problématiques qui doivent rester anecdotiques, c'est-à-dire qu'un c'est périnée, ça. un périnée normalement en bonne santé, ça ne doit pas être de fuite urinaire à l'effort, pas de fuite urinaire tout court, pas de dyspareunie, etc. Mais avec le périnée, on n'est pas tous égaux, surtout pour les personnes stressées. Donc, comme Benja l'a dit, je suis quelqu'un d'assez structuré, machin et tout, mais en fait, c'est mon caractère d'être fort en contrôle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je retombe dans cette over control tout le temps, ben, mon périnée, c'est mon premier curseur qui va me dire, regarde, attention. Et Hmm. donc, j'ai mes premiers symptômes. Donc, ça peut être des petites douleurs pendant les rapports sexuels ou ça peut être le doute sur une légère fuite urinaire à l'effort. Et c'est là où je me dis, en fait, là, moi, mon périnée, c'est mon curseur fatigue. Dès que mon périnée déconne, c'est que je suis allée trop loin. Donc je me connais, je sais que s'il y a des petites anomalies, ça doit rester anecdotique et tout de suite, j'ai la réponse, la réponse à ce problème-là, quoi. C'est très bien, j'aime beaucoup le mot curseur de fatigue. Moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est système nerveux et donc c'est souvent, j'utilise le grip. Donc tu sais, les gens qui arrivent plus à suspendre ou je comprends pas, c'est une barre pas trop lourde, mais je la lâche, j'arrive pas à la prendre. Donc j'aime beaucoup aussi, encore une fois, cette connexion, avoir tu sais, vraiment des métriques qui te permettent en fait de te rendre compte un peu de ton niveau d'énergie et le plus objectivement possible, bien entendu, parce que bon, voilà, on connaît. Oui, c'est douloureux, mais ça va. On connaît tous hein, ça. On connaît tous. Oui, je ne veux pas que tu aies mal. Oui, mais ça va. Non, mais ça va, mais t'as quand même mal. Oui, mais ça va, mais t'as quand même mal. Oui, ok. Donc c'est toujours un petit peu la discussion du coach. C'est hyper intéressant. Est-ce que par rapport, alors, périnée, je peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est pas le cas. On est d'accord que homme-femme, on a tous les deux un périnée. C'est pas le, parce que ça, c'est une croyance un peu, tu vois. On parle beaucoup On a, ici. comme femme, on a un périnée. Donc le périnée, en fait, c'est quoi? C'est dans le petit bassin, c'est l'ensemble des muscles, donc autrement appelé le plancher pelvien. Donc le plancher, pourquoi? Parce que c'est le Voilà.
c'est tous des muscles qui viennent s'insérer et puis qui laissent différents orifices. Donc, on a tous le sphincter urinaire, on a tous l'anus et les femmes, en plus, ont le vagin, que les hommes n'ont pas. Mais on Ouais, a d'où le fait qu'on ait fait une différenciation, mais d'un point de vue anatomique, on parle de la même zone qui est juste agencée autrement, quoi. et alors, pourquoi les femmes sont plus atteintes rapidement par des fuites urinaires? Donc, les femmes, en fait, auront plus rapidement leurs premiers symptômes d'un périnée moins musclé, parce qu'en fait, l'urètre, donc c'est le conduit entre la vessie et l'extérieur, Mhm. donc ce qui nous permet de faire pipi. Chez les femmes, il est plus court et chez les hommes, il est plus long. Et donc, en fait, les femmes, s'il doit y avoir, s'il doit y avoir une nouvelle Relâchement. un relâchement du plancher pelvien, la fuite urinaire arrivera plus vite parce que l'urine a moins de trajet à faire par rapport à l'homme. Ouais. C'est pour ça que nous, on est plus atteintes de ça. Et c'est la même chose pour les cystites, comme ce trajet est plus court, si les germes doivent remonter, c'est plus rapide que les hommes. Donc nous, les femmes, on aura plus rapidement des symptômes, on aura plus rapidement des gènes que les hommes. Mais le problème des hommes, il se traduit autrement. Donc ça peut être, par exemple, les hommes qui se caractérisent comme éjaculateurs précoces. Ça peut être le mauvais contrôle d'un périnée. Hmm. Pareil, quand on est un peu plus âgé, qu'on a des problèmes de prostate et qu'on doit avoir des opérations sur la prostate, ben, pour avoir après une continence urinaire ou pouvoir avoir une érection, il faut faire une rééducation urogynéco. Donc en fait, les hommes prennent conscience de leur périnée plus tard, mais un bon périnée, normalement, c'est chez les hommes et chez les femmes le début dès le jeune âge, quoi. C'est juste Ouais. que les hommes seront moins impactés moins rapidement et donc en fait, l'humain est comme ça. Quand tu n'as pas conscience d'un problème, pourquoi s'y intéresser? Ouais, ça c'est vrai, on part du principe que c'est acquis, que tout fonctionne et que c'est OK. Et c'est vrai que bon, je vous défie de prendre un exemple dans votre vie où vous avez pas été chercher enfin, vous avez été chercher des solutions alors que vous aviez pas de problème. En général, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. On est Mmh. bien d'accord? On va plutôt éteindre, encore une fois, pour reprendre une petite métaphore, on va plutôt éteindre l'incendie quand il est là plutôt que d'essayer de le prévenir, quoi, hein. C'est un peu tout ce qu'on dit depuis le début. C'est une super, c'est vraiment des super infos parce que je pense que ça, de mon expérience, il y a quand même beaucoup d'hommes qui passent à côté. Et bon, moi, j'essaye aussi d'avoir cette ouverture au niveau. Alors, je suis pas sexologue, mais tu vois, le fait de pouvoir discuter de l'intime, notamment rien qu'avec les amis, c'est aussi pour moi quelque chose d'important. Alors, forcément, avec les dames que je suis, c'est un petit peu différent, même si le périnée, en général, quand je vois qu'il y a des choses qui bloquent, je redirige. J'ai pas peur de le dire non plus, en mode bon, voilà, il y a des choses qu'il faut faire. J'ai déjà, par exemple, accompagné beaucoup de femmes postnatales, c'est-à-dire que bon, voilà, elles font leur rééducation kiné, etc., des choses comme ça. On adhère pas. Je serais curieux d'avoir ton avis d'ailleurs là-dessus, parce qu'encore une fois, un professionnel n'étant pas l'autre, il faut prendre le système, mais aussi comment le professionnel en question l'utilise. C'est toujours un petit peu, voilà, t'es tributaire de ça, hein, par rapport au contexte de la personne qui va te prendre en charge. Donc, je serais intéressé d'avoir ça. Et aussi, qu'est-ce que toi, tu préconiserais? Parce que bah, là, on a été plutôt clair, quoi. On a parlé des problématiques qu'on essaierait de. Voilà, ça peut être anecdotique, mais pas régulier. Donc, deux choses. Qu'est-ce que tu penses un peu du système mis en place, je vais dire, par. Par l'ensemble du médical, c'est-à-dire plutôt le kiné en rééducation pardon, périnée. Ouais. Et toi, quelle est ta méthode par rapport à ça? Je vais répondre aux 2 questions, mais juste avant, je vais faire un complément d'infos pour les hommes, parce que ça Ouais, m'intéresse. vas-y, vas-y. Donc oui, donc hommes et femmes doivent avoir un périnée, bien, musclé et un périnée musclé, enfin, c'est un périnée qui sait se contracter et qui sait se relâcher. Mais en fait, les hommes, eux, le premier problème que vous avez surtout, donc pourquoi le périnée doit être bien solide? C'est pour éviter aussi les descentes d'organes qui peuvent Ouais. concerner hommes et femmes. Et chez les hommes, vous avez plus facilement, vous, tendance à faire des hernies inguinales. Donc c'est quand il y a une proéminence au niveau de l'aine, de viscères, en fait, qui passe au travers. Hmm. Donc ça, ce sera plus vous, votre première plutôt manifestation d'un périnée qui est pas trop solide, même si après ça peut être aussi anatomique, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Bien sûr, ce n'est pas une vérité, c'est par contre, ça englobe, je vais dire 80% de ça, c'est un facteur, quoi. Voilà, ça peut être un facteur favorisant de complications. Donc hommes et femmes doivent se sentir concernés par le sujet, même si les hommes seront touchés plus tard par un périnée un peu plus défaillant. Concernant le postpartum, c'est super important donc quand on a accouché d'aller faire ses contrôles gynéco pour bien vérifier qu'il n'y a pas de problème qui touche de l'ordre gynéco-médical. Ensuite, d'aller faire sa rééducation du périnée
Ça, je vous invite à trouver une kiné en qui vous avez confiance, parce que pareil, le contact peut bien passer avec l'une et pas avec l'autre. Donc si vous vous sentez pas en confiance, faut pas hésiter à changer. Si vous trouvez qu'à la fin de vos séances, vous n'avez pas retrouvé le tonus que vous vouliez, faut pas non plus hésiter à reprendre des prescriptions pour aller voir un autre avis. Mais c'est vraiment essentiel. Moi, je pose la question à toutes les femmes, est-ce que post-grossesse, même quand la grossesse date d'il y a 3-4 ans, je Ouais. pose la question, est-ce qu'il y a eu rééducation du périnée? Parce que c'est super important, même à distance de l'accouchement, de le faire. Parce que seule une kiné, moi, je peux pas vous dire si vous avez un problème de périnée. Je peux vous écouter, vous dire, je pense qu'il y a, mais une kiné, elle a les aptitudes et c'est dans sa liste d'actes, elle a le droit d'aller avec ses doigts au niveau de votre vagin, de tester que ce soit votre contraction, la durée, la force, votre détente, voir si vous avez des douleurs en interne. C'est la personne qui est le plus qualifiée et qui fait ça toute sa journée. Donc c'est celle aussi qui en a vu. Et donc elle vous jugera pas et c'est surtout elle saura par son expérience vous guider au mieux. Moi je vais juste vous référer et derrière si je vois que si j'entends que vous me dites qu'il y a des fuites, qu'il y a des douleurs, que au niveau du pubis vous n'êtes pas à l'aise, moi j'adapte mes séances le temps que vous soyez à l'aise. Mais mon but c'est comme je prends un sport santé, je vous ferai pas faire du jump et je vais limiter les mouvements que vous allez faire avec moi si je sais que votre périnée n'est pas bon. Parce qu'alors, je sais que moi, derrière, je peux vous créer des problèmes, notamment des descente d'organes. Donc, comme moi, je veux que vous Mmh. soyez en bonne santé, bah, je vais mettre des restrictions dans mes services, enfin, dans les exercices en tout cas que je peux proposer. Donc, Ouais, donc c'est super important. voilà, exactement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta personnalisation, adaptation. Ça, c'est vraiment super parce qu'effectivement, ben, on n'a pas peur de déléguer parce qu'encore une fois, il y a aussi cette sincérité, cette honnêteté envers nous-mêmes. On est des professionnels compétents, mais on ne gagne pas une guerre seul. Il nous faut, tu vois, il nous faut la complémentarité du groupe et la santé, c'est une bataille de longue haleine. C'est un marathon, pas un sprint, et il faut s'entourer des meilleurs. C'est ça, et la santé, c'est du pluridisciplinaire, c'est d'office. Moi, comme j'ai dit, je suis pas dans le curatif et j'ai ma zone de compétence. Ma zone de compétence, elle est sportive, elle est dans les massages et dans le conseil. Mais dans le conseil, je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé pour ce problème-là. Parce que là, moi, je sais pas y répondre. Mais c'est top parce que moi je me vois aussi énormément comme ça et en fait pour moi ça ne fait que augmenter ta valeur en fait en tant que personne et en tant que professionnel parce qu'être capable de dire honnêtement je ne suis pas le meilleur pour ça et rediriger pour moi c'est une super qualité quoi. Et encore une fois quand les gens tu vas leur dire je ne sais pas ils vont se dire ok il est honnête quoi. Mais par contre aussi et ça il faut le penser quand tu vas dire bah écoute moi je serai toi je ferai ça ou je sais qu'il faut faire ça parce que il va y avoir aussi une valeur perçue C'est parce ça, qu'ils savent que tu sais ou en tout cas tu as de l'expérience dans ce domaine-là. c'est ça. Donc ouais, il n'y a pas de vérité 100% vraie, mais c'est hyper intéressant effectivement de rediriger et d'échanger à travers la complémentarité du travail des autres, quoi. Tout à fait. Donc super. Ici du coup, au niveau du périnée, je pense qu'on est quand même franchement pas mal hein, là. Au niveau des informations, il y avait autre chose dont tu voulais parler par rapport à ça? La seule chose Peut- que je dirais aux gens, c'est il y a pas d'âge pour aller consulter, il y a pas Ouais. d'office besoin d'avoir des enfants. Ouais. Et s'il y a une partie de vous qui vous dit qu'il y a un souci à ce niveau-là, bah, c'est que vous avez raison. Donc ça ne coûte rien d'aller demander une prescription, d'aller voir. Et les kinés, malgré tout ce qu'on pense des kinés, en tout cas moi, mon avis sur les gynéco, c'est qu'elles vont pas vous faire des séances pour rien. Donc même si vous avez une prescription de 9 séances, si en 3 séances il n'y a plus de soucis, eh ben, vous aurez que 3 séances. Vous n'allez pas vous représenter 9 fois pour vous entendre dire que tout va bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Et si vous avez un doute, il faut les consulter, c'est les mieux placés pour vous guider. Et bien souvent, en fait, on a des comportements inadéquats qu'on pense bons. Donc au doute, il faut demander, il faut pas hésiter. Et elles sont là pour ça. Et la majorité, la majorité, je vais dire 99%, mais je les connais pas toutes, elles sont adorables, elles sont vraiment formées dans le consentement, dans l'approche enfin, voilà. Si elles sont au niveau du périnée, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un tropisme aussi assez spécifique et que vous allez tomber sur des gens géniaux, quoi. Ouais, c'est bien dit et c'est vrai qu'effectivement, hem, si déjà de base vous n'êtes pas convaincu de votre bien-être, en tout cas vous avez un doute sur quelque chose,
Je sais aussi que passer à l'action, c'est prendre le risque de rendre le problème réel. Parce que ça, c'est quelque chose que moi je vis un peu moins, mais quand j'étais ado, je le faisais beaucoup. Quand j'avais un problème, je me disais ouais, ça va passer, parce qu'en fait, aller gérer ce problème-là, c'était aussi le rendre réel, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Tu vois, c'est global, hein. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est si vous êtes déjà pas bien, Gabi, pour moi, elle a tout à fait mis le doigt sur quelque chose d'important. Vous avez rien à perdre, en fait, à aller voir quelqu'un. Parce que dans le pire des cas, le gars va juste dire, bah ouais, en fait, il n'y a pas de souci. La dame va dire, bah non, il n'y a pas de problème. Ou alors, effectivement, vous avez raison et on va aller vers un mieux. Donc, en fait, tout ce que vous risquez, c'est de ne pas aller mieux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à ressentir et à accepter, mais pour moi, c'est quand même un moment fort du podcast là. Il faut pas avoir peur d'aller bien. Vous méritez d'aller bien. C'est Ne ça. vous auto-sabotez pas et ne vous mettez pas vous-même, euh, comme je dis souvent, quand on est à fond en train de rouler à vélo, ne prenez pas un bâton pour vous le mettre dans les roues tout seul, quoi. Il y a une image Facebook comme ça, tu sais, où il met. Ben, faites pas ça. Allez consulter des gens compétents et surtout bienveillants. Parce que moi, j'ai rencontré un paquet de gens compétents qui n'étaient pas bienveillants. Et ça ne s'est pas bien passé parce que je ne veux pas être pris en charge par quelqu'un qui est hyper doué, mais qui n'est pas capable, excusez-moi, de comprendre ma problématique et d'échanger d'un point de vue humain. C'est aussi bête que ça, parce que pour moi, l'humain, c'est la relation. Et si je suis pas capable de créer une relation avec quelqu'un, pourquoi est-ce que j'irai le voir, même s'il est compétent? Parce qu'il y a d'autres gens compétents. À compétence égale, tu iras voir des gens avec qui tu t'entends bien. En tout cas, j'en suis convaincu. Et puis, quand j'avais entendu ça, et j'ai trouvé ça très juste. Parfois, même si entre deux programmes, un qui est bien et un qui est parfait, si on adhère à celui qui est bien, on aura quand même des résultats. Parce qu'en fait, c'est l'adhésion et c'est la récurrence qui va apporter les résultats. C'est pas forcément l'excellence, parce que vous allez aller voir le ponte. Si le ponte, il vous inspire pas confiance, vous allez vous mettre dans un état de stress. Et imaginons que ce soit pour une opération, vous avez été tellement stressé, vous allez vous faire un ulcère, vous avez mal cicatrisé, alors que si vous étiez allé voir un chirurgien, il est déjà chirurgien très clair, enfin, il est déjà au niveau, mais qui est somme toute bien, mais en fait, parce que vous avez confiance, parce que ce sera à côté de chez vous, parce que le contexte fera que vous êtes bien, Ouais, ouais, en fait, ouais. il y a aussi une part d'auto-guérison personnelle, quoi. 100%, la perception de l'événement fait le résultat de l'événement aussi. Ça, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Donc, ouais, merci de mettre le doigt là-dessus. C'est hyper pertinent. Du coup, par rapport à la suite, j'ai envie de repartir sur une de tes spécialités. Il y en a trois, donc c'est pas la dernière, qui est plutôt le massage. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, parle-nous un petit peu de ben, pourquoi tu as été vers le massage, comment est-ce que tu t'es formé là-dedans? Parce qu'a priori, en infirmière, en infi, tu vas pas aller chercher ça de base. Et puis, ben voilà, donc pourquoi tu t'es formé là-dedans? Comment tu t'es formé? Et ce que ça a amené dans ta pratique? Alors, moi, donc déjà depuis toujours, j'ai aimé masser les gens. Pendant très longtemps, je voulais faire soit médecine, pharmacie, massage, prof de sport. À l'heure actuelle, je regroupe quand même pas mal ou diététicienne. Je regroupe quand même quelques-unes de mes idées d'ado. Ouais. Alors en fait, j'ai toujours aimé masser. Puis c'est quelque chose qui est parti. Et en fait, c'est surtout que je voulais proposer. Donc, comme moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des quêtes de perte de poids. Qu'est-ce qui fait qu'on perd du poids? Bah, une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène sportive, une bonne hygiène de vie. Mais alors aussi, les massages peuvent aider dans ce sens. Et je me suis dit, j'aimerais bien masser, proposer un massage qui a des vertus amincissantes. Et donc, je regardais un peu sur les réseaux sociaux et celui que j'ai vu et qui m'a fait vraiment un waouh, c'était le drainage lymphatique brésilien slash madérothérapie. Et je me suis dit, il faut absolument que je me forme, ne serait-ce que pour aller voir si c'est du fake sur les réseaux ou si ça marche vraiment. Ouais, à fond, parce que c'est ce que tu penses aussi, quoi. Les avant-après sont tellement oufissimes que je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir. Donc, j'ai repéré en Belgique des formations privées. J'en ai fait deux, une de Madéro, une de drainage lymphatique brésilien. Et en fait, les résultats sont énormes. Mais franchement, allez tester parce que c'est aussi bien dans la sphère bien-être, donc réduction de la cellulite, enfin, comme il y a une grosse partie de drainage, il faut savoir que le système lymphatique n'a pas de moteur. Donc, votre circulation sanguine, votre cœur pompe, éjecte du sang, et puis par la pression artérielle, ça revient au cœur, et ça, c'est le cœur qui est le moteur de la circulation. Par contre, au niveau lymphatique, c'est un autre système en parallèle qui, lui, est totalement passif. Donc, en fait,
le retour lymphatique est favorisé par la contraction des muscles squelettiques, donc par la contraction de vos mollets, de vos cuisses, de vos bras. Les muscles vont se contracter et favoriser le retour. Le système lymphatique après la lymphe se jette dans le système veineux, et puis ensuite le sang est amené au niveau des reins, au niveau du foie, et puis là les organes qui permettent l'élimination des déchets peuvent être actifs dans ce sens-là. Mais du coup, vu que manuellement on fait le massage, on fait un drainage manuel, il y a une élimination aqueuse, il y a une élimination des toxines et ça favorise la récupération musculaire, ça favorise l'élimination des cellules mortes, ça vient revasculariser tous les pôles graisseux parce que comme l'eau et la graisse ne se mélangent pas, ça permet vraiment d'avoir une réorganisation des tissus. Donc au niveau d'un point de vue dans la quête de perte de poids, en tout cas, ça va aider sur la texture de la peau, ça va aider sur la gestion des volumes et cette sensation de jambes légères. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres bénéfices associés à ça. C'est-à-dire que comme on vient drainer, on a aussi un meilleur système, on est en meilleure santé parce que la lymphe draine aussi donc les cellules mortes, les anticorps, Ouais, moins de déchets, effectivement, ouais. il y a moins de déchets, donc en fait la récupération musculaire pour les sportifs elle est meilleure. Le système immunitaire est plus performant puisqu'en fait on vient permettre d'éliminer le surplus, enfin, tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Et puis alors tout ce qui est détente musculaire, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont plus mal aux jambes, qui n'ont plus mal aux genoux, parce qu'en fait on vient travailler toutes les tensions musculaires. Donc en fait, il y a vraiment un panel d'avantages qui va du bien-être parce on se sent bien, qui va aussi sur la récupération musculaire, aussi sur la perte de poids et la transformation des tissus, et puis après le bien-être santé, quoi. Donc je me suis dit, mais en fait, ces massages-là sont géniaux et j'ai plein de bénéfices là avec l'expérience et les clients qui reviennent, auxquels je m'attendais pas. Et donc c'est trop cool. Ouais, c'est top et j'ai en tête un massage un peu sportif aussi que tu avais fait avec tu sais avec JF qui avait eu une petite douleur là. Tu peux nous en parler un petit peu parce que enfin je parle de ça parce que il était enfin JF il prend quand même bien soin de son corps quoi, il fait quand même bien attention à lui et tout ça. Enfin, il est très intelligent je trouve dans sa pratique sportive et il y avait quand même quelque chose qui posait problème et au final le travail que tu as effectué avec lui je pense que ça peut être tu vois, une bonne histoire pour tu sais, placer quelque chose de contextuel, de pratico-pratique, quoi. Parle-en un petit peu. Mais du coup, pour la version sportive, Ouais. c'est un massage assez puissant qui vient détendre au niveau des fascias et au niveau des muscles. Et après, moi, j'ai aussi un toucher qui fait que je repère facilement les nœuds musculaires. Ouais, l'expérience et voilà Et ouais, comme j'ai beaucoup touché de corps à l'hôpital, en fait, je sens facilement ça. ouais, ouais, ouais. Et donc JF, on était en déplacement et il me dit: «Gaby, essaye un peu de voir mes mollets, ça me fait mal, je sens que j'ai des restrictions de mobilité». Donc je dis: «OK». Alors je touche un peu et je lui dis: «Bah, tu as quelques points sur le mollet, Hmm. ce serait intéressant d'aller masser». D'ailleurs, pour le test, on a fait un test de mobilité, tu te rappelles, hein? Ouais, ouais. Et putain, c'était un truc de fou parce que il était vraiment incapable d'aller plus loin. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est important pour les gens qui écoutent le podcast. Il n'y a pas besoin de visuel, hein, pour ça. C'est vraiment de l'écoute. C'est ce côté où en fait, on avait factuellement un fait, l'angle était vraiment réduit, quoi. Il Ouais, n'allait pas toucher le mur. Les deux pieds au même endroit, il y en a un, il touchait le mur à l'aise, l'autre, il y allait pas. Donc voilà, je place un petit peu parce que c'est vrai qu'effectivement, tu sais, il y a un peu de charlatanisme. Des fois, tu dis, ouais, c'est n'importe quoi et tout. Mais là, par contre, moi, je l'ai vu alors que j'ai aucune connaissance là-dedans. Donc voilà, je replace ça. Il y avait vraiment effectivement un avant-après qui ouais, était clair, qui était mesuré, quoi. c'est ça. Et donc bon, à ce moment-là, j'avais juste mes doigts, donc je palpe un peu et je me dis: «Bon, il y a de quoi faire». Et en fait, au retour du séminaire, 2 semaines après, on s'est vus et je l'ai massé. Et puis en fait, il s'attendait pas à avoir autant de tension et en fait, il s'est rendu compte que les tensions étaient aussi bien dans les mollets que dans les cuisses, que dans les adducteurs. Et Hmm. lui qui avait un squat full avec un valgus des genoux, un pied qui venait chercher vers l'intérieur, etc. Eh ben, je lui ai encore reparlé il y a 2 jours pour lui dire, bah alors, t'en dis quoi maintenant à 2 semaines? Et il me dit, qu'il a plus de crampes dans le lit le soir. Ça a été immédiat. Il avait des crampes en s'étirant, ça n'est plus. Et meilleur retour, il m'a dit, ah bah écoute, je ne réfléchis plus à ça quand je fais mon squat, tout va bien. Donc une séance a permis d'aller vraiment en fait masser, d'aller
comme il a un peu eu mal, on a régénéré en fait un peu d'inflammation, mais du coup, l'inflammation a permis de reguider la cicatrisation. Et donc voilà, il est beaucoup mieux. Enfin là, il se plaint plus de son squat, c'est super quoi. Non, c'est positif parce qu'encore une fois, l'inflammation, c'est quelque chose qu'on recherche quand on veut guérir, mais un état inflammatoire chronique et perpétuel, ça par contre, non, parce que ça empêche le système d'aller bien. Donc encore une fois, et c'est marrant parce qu'on revient à chaque fois un petit peu sur ça, mais transformer vos dormes, ça doit être anecdotique. Et ici, effectivement, bah, Gabi a fait en sorte que le corps soit obligé de ressentir afin de s'adapter, pardon, donc de récupérer convenablement. Mais elle l'a guidé en bienveillance et elle a appuyé là où ça devait être appuyé afin de relâcher les tensions. Donc hyper intéressant et notamment aussi avec cette petite histoire de fascia là dont tu parles. Moi, je trouve ça extrêmement complexe. Je suis pas encore prêt à aller là-dedans, mais c'est aussi quelque chose qui un jour, voilà, c'est un truc qui me parle beaucoup. Je suis juste pas encore prêt parce que tu sais bien, je suis dans 1000 trucs à la fois. Mais je suis Mais ouais. plus formée dans les fascias, mais en tout cas, moi, je l'expérimente beaucoup via les massages, via la Hmm. détente que ça procure, hein, et d'un point de vue sportif, via les performances. Parce que de nouveau, quand on fait des massages, ou ne serait-ce que le massage au foam roller avant une séance, le muscle est assoupli et est prêt en fait à jouer son job, quoi. Ouais, c'est top. Est-ce qu'on part sur la dernière de tes trois spécialités? Ouais. Ok. Si vous êtes encore là, vous avez bien fait. On va parler du coup nutrition. Là, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont ouvrir grand leurs oreilles. Petit disclaimer, on n'est pas plus sage que le plus grand des sages. On est juste des gens qui ont de l'expérience, qui ont des formations et qui ont des compétences et on veut partager. D'accord? Il n'y a pas de dogmatisme ici, c'est pas des vérités uniques. Mais par contre, encore une fois, pour pouvoir apprendre et échanger, bah, faut commencer par parler. Donc ici, on va échanger les idées un petit peu là-dessus. Donc voilà, parle-nous un petit peu, bah, encore une fois, j'aime bien ce schéma, de ton expérience par rapport à la nutrition, notamment, ça me parlait, ça, plus en amont, par rapport aux dérives, tu sais, cette peur du trop dont tu parlais tout à l'heure avec les parents, parce que je pense que ça peut parler à pas mal de gens, notamment les TCA et tout ça. Bref, pas de spoil, mais parce que je sais pas vers quoi tu vas aller, mais ça m'intéresse. Et alors, nutrition, donc ton expérience par rapport à ça, comment, pourquoi tu t'es formé, et puis bah, un petit peu les dernières expériences que tu as eues par rapport à ça, quoi. Ouais. Du coup, si je reprends, mais en fait, à chaque fois, on reprend un peu mon histoire et puis je vous emmène là où je suis. Donc, Magnifique, on est ultra structuré. Les gens se disent, mais ils sont trop forts, mais c'est totalement improvisé. Enfin, pour moi en tout cas. totalement improvisé. Mais c'est juste pour bah, ça va, ça se passe bien, c'est très bien. Mais c'est vraiment ça qui me guide au quotidien, en fait. Je pars de mon expérience et des questions que je me suis posées, parce que je suis pas la seule à m'être posé ces questions-là, et je partage mes réponses du moment à mes clients, et mes réponses sont de plus en plus complètes à fur et à mesure, mais ouais, je pars de mes premières expériences à moi. Donc en C'est fait, important. On est notre premier et notre propre laboratoire. Si vous faites faire des choses aux gens que vous n'avez pas testé vous-même, pour moi, c'est pas top top. On n'est pas top aligné. Voilà, sans jugement encore une fois, mais je pense qu'on prend des risques qui sont un peu inutiles et surtout, voilà, j'ai déjà vu des gens faire coacher des WOD pour reprendre du CrossFit en mode vas-y accélère, vas-y plus lourd, alors que la personne qui est en train de coacher n'est pas capable de le faire parce que ne l'ayant pas vécu, ne comprend pas que la personne est en train de donner son max. Donc soyez votre premier laboratoire, votre premier cobaye, je vais dire ça comme ça, prototype, vous appelez ça comme vous voulez, et vous allez voir que lead by example, vous allez exploser au niveau en fait de ce que vous allez pouvoir amener aux autres. du coup, mais je suis trop d'accord avec toi, Benja, et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Donc là, maintenant, je me Tu peux structure. y aller, hein, tu peux y aller. On revient sur la nutrition après. Hein. Ça, c'est toi la chef. Non, je reviendrai sur ce que tu as dit, mais juste après. Euh, donc, donc pour mon histoire, donc j'ai été élevée dans une famille lambda avec des parents des grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Donc des grands-parents qui ont connu les périodes de faim, de grande faim. Je sais pas si c'était de la famine, mais voilà, j'ai un grand-père et une grand-mère qui ont eu très très faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. donc en fait, il y avait beaucoup 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 à manger chez eux, des réserves de sucre, des réserves de charcuterie. Enfin, j'avais d'une part des grands-parents qui avaient très très peur de manquer. Et d'un autre côté, j'avais une maman qui a été grosse. Euh, je ne sais pas si on peut dire obèse, mais en tout cas qui a été grosse et qui a vécu voilà, dans une famille où il y avait quand même pas mal de personnes en surpoids. Et elle a beaucoup bataillé avec sa relation à l'alimentation et pour sortir de ce surpoids.
Et en fait, elle a voulu inculquer à ses filles une bonne alimentation équilibrée, et cetera. Quand on allait chez mes grands-parents le dimanche, c'était un goûter, mais c'était un goûter, il faut s'imaginer le bac à légumes rempli de chocolat. C'était le brunch, mais à 4 heures. Voilà, c'était du sucré, du salé, et c'était, nous en tant qu'enfants, c'était super sain. Enfin, on se faisait juste péter la panse, mais comme des enfants qui ont de la nourriture à volonté, et surtout poussés par mes grands-parents. Et en fait, ma mère a eu toujours très très peur quand on allait faire ces goûters-là, en disant, mais enfin, hein, vous mangez trop, vous allez grossir. C'était les premières verbalisations de cette peur qu'elle avait qu'on grossisse. Mais en fait, c'était beaucoup plus insidieux que ça, c'est-à-dire que Hmm. c'était toujours manger équilibré, sous couvert que c'était équilibré. En fait, c'était l'excuse pour ne pas avoir des aliments à la maison. Et donc, Hmm. ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, moi, j'ai cultivé cette envie de. J'étais gourmande, mais j'ai aussi eu cette peur de grossir, qui était induite malgré moi. Et quand je suis arrivée en Belgique pour faire mes études, j'ai été toute seule. Et en fait, il y a eu un déficit, je pense, de relations sociales. Et ce qui s'est passé, c'est que ces peurs alimentaires, et je pense que j'avais quand même de l'orthorexie quand j'étais chez mes parents. Donc l'orthorexie, c'est la volonté de bien manger tout le temps, d'avoir des aliments qu'on catégorise de bons et des aliments qu'on catégorise de mauvais. J'avais déjà une relation un peu tendancieuse avec la nourriture, Hmm. mais quand j'ai été toute seule et que mon équilibre personnel a complètement chaviré parce que j'étais seule, j'avais pas ma famille, pas de petits copains, enfin je découvrais la vie, et en fait toutes mes peurs, je les ai shiftées sur la bouffe. Et donc là j'ai commencé tout mon stress des études, je l'ai shifté sur la bouffe. Donc j'ai commencé des vrais TCA. Donc je mangeais, je me faisais vomir. Après j'ai quand même eu peur que mon oesophage explose, donc j'ai dit bon je vais arrêter de me faire vomir. Mais Hmm. j'ai continué à manger. Et en fait, j'ai fait des crises de boulimie, j'ai fait de l'hyperphagie, et j'ai connu ça. J'ai vraiment connu ce besoin de manger pour me remplir au sens propre du terme. C'était manger pour me sentir enfin pleine de quelque chose. Et, euh, et puis, je me suis quand même dit, bon, Gab, là, tu as quand même des soucis, faudrait quand même se poser les bonnes questions. Et donc, j'ai commencé un peu d'introspection personnelle. Et puis, ce qui était un paquet de chips et un paquet de gâteaux, c'est devenu juste un paquet de gâteaux. Puis après, c'est devenu quelques gâteaux. Et puis, à fur et à mesure, ça allait mieux. Et quand je me suis sentie bien dans ma peau, j'ai rencontré mon conjoint actuel, enfin, mon conjoint. Et, euh, et puis, il y a aussi ce qui m'a aidée, c'est que chez eux, il y avait de nouveau ce fameux placard, enfin, qui est toujours d'actualité, ce placard de gâteaux à disposition à volonté, avec des gens qui ne jugent pas si tu viens grignoter. Donc en fait, c'est si toi tu décides de grignoter, tu peux, si tu décides de pas le faire, tu fais pas. Et Ouais. donc, de peur qu'on me prenne pour celle qui mangeait beaucoup de gâteaux, j'ai dit, bon, on va se faire des plateaux dégustation. Donc j'ai appris à sélectionner sur tout ce qu'il y avait, deux, trois choses qui me faisaient le plus envie. Et puis c'est comme ça qu'en fait je suis passée d'un paquet de gâteaux à trois biscuits qui me faisaient le plus envie, puis après un carré de chocolat, etc. Donc j'ai fait une sorte de sevrage, mais en même temps je me suis construit une vie, j'ai fini mes études, et je me suis construit quelque chose qui m'enrichissait et qui me comblait vraiment sans que ce soit de la nourriture. Voilà. Et comme je suis passée par tout ça et que je me rends compte qu'en fait les gens qui ont des crises, qui ont des TCA, en fait il y a quelque chose à combler. Ben, moi j'essaie par mon expérience de témoigner, de dire en fait on s'en sort. Euh, donc il y a cette partie-là un peu psychologique. Euh, Ouais, totalement, hein, totalement. Hmm. et puis après, actuellement, donc depuis j'ai plus de crise de TCA. Voilà, de temps en temps, j'ai ce qu'on peut appeler des cravings, donc des super envies de chips, machin, ou quand on n'est pas bien, de manger. Mais comme ça reste anecdotique, hein, et que c'est lié à quelque chose de ponctuel, de passager, euh, Hmm. c'est pas des TCA, voilà, on mange de manière émotionnelle, mais ça, c'est décrit par les diététiciens, c'est une sorte, enfin, ça reste une façon de compenser quelque chose, mais qui n'est pas de l'ordre du pathologique. Voilà, qu'on s'entende bien. Euh, donc, C'est bien, c'est top de faire la différenciation entre les deux. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, alors je ne sais pas s'ils le comprennent pas, mais je pense que par solution de vulgarisation un peu trop faciliter les choses, ne font l'amalgame, tu vois. Et pour moi, il y a vraiment une grosse différence, il y a effectivement. une grosse différence entre t'as un coup de mou, t'es stressé, ta solution là, ça a été de défoncer le paquet de chips, et puis tu te dis, bon, la fois prochaine, je vais quand même pas faire ça parce que aller courir, ça aurait été tout aussi bien. Euh, Ouais. et il y a la personne qui anticipe, parce que ça, je l'ai vécu, hein.
qui anticipe sa crise en se disant: «Putain là je vais tout dégommer, je me prévois une pizza, un paquet de chips, un paquet de gâteaux. Quand je rentre, je fais ça» et en fait, c'est vraiment anticipé et puis après il y a vraiment un chiffre dans la tête de: «Faut que je compense, donc je vais aller faire du sport». La vraie TCA, ça s'anticipe, il y a des techniques de compensation et c'est malgré soi. Il y a pas la prise de recul qu'il y a sur: «Ah, j'étais con là, j'ai flingué le paquet de chips, c'est con, j'aurais pu aller courir, ça aurait été mieux, quoi». Voilà, c'est Mmh. vraiment toute cette nuance et je sais plus ce que je voulais dire et tchac tchac. Et donc du coup, voilà, moi j'essaie d'apporter cette expérience-là et oui et à l'heure actuelle, comme ça va beaucoup mieux avec la nourriture et que je suis enfin à l'aise avec ça, enfin, la nourriture envers moi, je me sens enfin capable d'accompagner les autres. Avant, j'aurais juste transféré mes peurs sur les autres et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent des gens qui n'ont pas fait cette démarche de ne pas faire de transfert. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la nutrition, c'est un milieu, on entend tout et son contraire, mais c'est véridique. Ah C'est ouais, carrément. Ouais, ouais, si, si. et donc en fait, je pense qu'il faut l'alimentation, c'est ça c'est il y a un côté avec de la psychologie, c'est-à-dire que les gens il y a une grosse partie de croyance, hein. Donc il y a des gens qui Mmh. vont manger par croyance. Donc donc il y a via de l'éducation des croyances qu'on peut modifier. Après, il y a des croyances qui sont plus ancrées sur, je mange parce que ça me fait du bien ou je mange parce que je suis addict au sucre. Donc là, pareil, il y a des choses à aller creuser. Hem et à l'heure actuelle, moi, je suis en train de m'intéresser, à tout l'aspect hormonal lié à l'alimentation. Parce que même si j'ai réglé mes problèmes de TCA, même si, je suis à l'aise avec la nourriture, que je sais ce qu'il faut manger, j'arrivais pas à me passer, de sucre. Mais c'était un balisto, c'est et je me disais: «Mais je suis quand même pas cinglée, je j'arrive pas à me passer de ce truc de sucre, de ce moment de sucre en fin de repas» et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'au niveau hormonal, il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas maître et ça, voilà, j'ai appris plein de choses à ce niveau-là et c'est super cool. Je sais pas si tu veux J'ai envie de rebondir? ouais, j'ai envie de rebondir sur 1000 trucs, tu le vois. C'est rare quand je réfléchis une seconde, mais là, j'ai réfléchi 2 secondes, donc c'est le Bagdad dans ma tête. Hem, ici, en fait, j'ai envie de partir sur l'hormonal, mais j'ai envie de revenir un petit peu plus en amont. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Je vais repartir sur le craving, qui est vraiment de la nutrition émotionnelle et les TCA. TCA, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est trouble du comportement alimentaire. On sait jamais, parce que voilà, on sait jamais. C'est ça, TCA, trouble du comportement alimentaire. Moi, de mon expérience, une chose qui aide énormément aussi, c'est de reconnecter. Je sais que j'ai un peu la même réponse pour tout, mais honnêtement, encore une fois, sans capter les bonnes ondes, c'est difficile de regarder la bonne émission télé. Ok. Donc l'idée ici, c'est de se dire, ok, si je capte bien mes émotions, donc je me reconnecte, je me réaligne, j'arrive à gérer les bonnes choses. Honnêtement, je vais pas dire 100% parce que tu sais que je ne suis pas absolu. Je n'aime pas ça, tu vois. Il y a que les sites qui sont absolus. Pour reprendre une petite métaphore Star Wars. Mais voilà, il y a que les sites pour être aussi absolu. Je n'en suis pas un, ok. Donc l'idée, c'est que pour moi, 90%, 90% pour nos amis français, des personnes que j'ai aidées et que j'ai suivies, que j'ai accompagnées en alimentation, il y avait un gros problème identitaire. Un gros. C'était vraiment ce côté de, il y a mon corps, il y a moi quand je mange, et il y a Benja. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait vraiment un désalignement, quoi. Qui était que voilà, moi je suis le gars sympa, mais quand je rentre, que je commence à défoncer le paquet de chips, le chocolat, moi c'est beaucoup les chocolats, c'est beaucoup les glaces en fait. Moi c'est vraiment mon truc à moi. Les cravings, c'est que des glaces, quasiment. Et en fait, c'est vraiment ce côté. Moi, je sais que j'ai une journée fatigante, ou je sais que je me suis beaucoup pris la tête là sur un truc en particulier, et il y a ça. Et en fait, la nourriture, moi, ça me rassure. Et franchement, c'est comme tu dis. Quand tu vas chercher un bien-être global, donc que ça va bien dans ta vie, que le boulot se passe bien, que tu ne te prends pas la tête, que tes projets se passent bien, etc., tu peux remarquer que, et ça c'est un fait, que ta nutrition, il y a vraiment un impact qui est énorme, quoi. Tu ressens beaucoup moins, parce que c'est vraiment aller chercher ce qui te manque ailleurs, quoi. Tu vois? Et c'est beaucoup plus facile de faire ça, de changer les choses à l'extérieur en prenant un Kinder ou un chocolat ou un, voilà, peu importe, plutôt que de changer toi ta façon de faire ou avoir la discussion pourrie que t'as pas envie d'avoir avec ton patron, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous remarquez que vous avez, là, on parle vraiment de TCA, quelque chose de pathologique, des habitudes, vraiment des problèmes, boulimie, anorexie, ce genre de choses, il y a probablement un truc qui va pas exactement au niveau de l'alignement. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est quelque chose, si vous conscientisez, ça veut dire qu'on peut, si vous conscientisez, vous pouvez régler le problème.
Moi, je sais pas gérer un problème. Enfin, personnellement, je sais pas gérer un problème si j'en ai pas pris conscience, en fait. Parce que si tu prends pas conscience, tu sais pas où est le problème. Donc, tu Il y a fais. des solutions que pour les problèmes. Donc il faut reconnaître qu'il y a un problème pour avoir la solution. C'est exactement ça, exactement ça. Et moi, il y a un truc aussi très fort, c'est que quand j'étais avec Jack Van Bergen, pour la petite histoire, c'est marrant parce que du coup, lui est spécialisé maintenant dans tout ce qui est nutrition anti-inflammatoire. On avait une discussion là-dessus par rapport à la glace. Il me dit, c'est quand même hallucinant à quel point tu es à fond sur la glace, quoi. Et elle me dit, il doit y avoir un truc. Et tu sais, j'avais un peu rigolé, puis j'avais réfléchi. Et en fait, comme je suis quand même quelqu'un de très fort dans l'introspection, de vraiment, j'aime bien comprendre, quoi. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était le seul moment, mon père travaillant énormément et n'étant jamais là, en fait, les glaces, c'était le seul moment où on était en famille. Mon père adorait, et donc du coup, il me disait, allez, viens mon amour, enfin, il prenait ma maman, il prenait moi, parce que ma sœur était plus grande, donc elle venait pas avec nous. Elle était déjà en sortie, j'étais plus jeune, mais il y avait vraiment ce moment en famille, en fait. Et en fait, je me rends compte que ces cravings, moi, je fais que ça, c'est de l'émotionnel, tu vois. Et en fait, ça me rassure, ça me rappelle ces moments un peu de famille qui me font du bien. Et honnêtement, je sais pas encore si c'est la solution, tu vois, je suis sur le chemin, quoi. Mais je me suis autorisé à avoir ces cravings et je me suis autorisé à être bienveillant envers moi-même quand j'ai ça. Par contre, il faut pas être trop gentil, tu vois, c'est-à-dire rester discipliné mais bienveillant. Donc ce côté, ouais, pas des cravings 6 fois par semaine, voilà, tu vois ce côté. Et Et je sais pas ce que tu penses un peu de ça, mais c'est pas évident d'aller chercher le bon équilibre, tu vois. il y a les diététiciens qui sont spécialisés dans tout ce qui est TCA, qui expliquent que il y a, si je dis pas de bêtises, 4 types d'alimentation. Il y a l'alimentation parce qu'on a vraiment faim. Il y a l'alimentation émotionnelle, il y a l'alimentation hédonique, celle qui fait qu'on a envie de manger de la pizza ou Ouais. parce qu'on Genre c'est se mettre bien, quoi, c'est se faire plaisir, quoi. passe devant une pizzeria et que l'odeur nous allèche et qu'on se dit je mangerais bien ça. Et après, il y a la faim cellulaire. La faim cellulaire, c'est surtout chez les femmes enceintes, j'ai envie d'une banane, j'ai envie de fraises, j'ai envie de yaourt. Et en fait, c'est parce que le corps sait où il y a les nutriments. Ouais, Vraiment dissocié. Et la faim émotionnelle, ce qu'il y a, c'est que parfois, la seule façon de gérer une émotion, ce sera l'alimentation. Mais il ne faut pas que toute la gestion de tous les problèmes se passe par l'alimentation. Il ne faut pas que ce soit la seule porte de sortie, l'alimentation, pour régler les problèmes. Et c'est ce que tu disais tantôt, parfois, les personnes qui vont rester dans les personnes qui sont atteintes de TCA et qui n'en sortent pas, c'est que c'est plus, pour l'instant, c'est plus confortable de rester là-dedans que d'aller se confronter aux vrais soucis. Parce ouais, que si on reprend mon expérience, en tout cas, celle, de décembre là, donc c'est pas des TCA, c'est juste cette envie de sucre. Je voulais absolument comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me passer de ce goût sucré en fin de repas. En fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait ma dose de bonheur, ma dose de dopamine. Heu, fort, très fort ce que tu viens de dire là, la dose de bonheur. voilà, parce qu'en fait, le sucre apporte de la dopamine et chez les femmes, ce qui se passe souvent, ça arrive chez les hommes, mais les hommes, ce sera plus avec, l'addiction, au porno. Mais chez les femmes, ce qui se passe, c'est qu'on associe, circuit de récompense, libération de dopamine avec de la nourriture. Parce que c'est ce qui est, socialement admis. On n'entendra jamais une femme dire, ou en tout cas, c'est beaucoup moins représentatif: «Là, je suis stressée, je cherche mon sextoys». Non, c'est, «Je suis stressée, il me faut des cookies», quoi. C'est plutôt ça qu'on entend. C'est sûr que culturellement, j'ai plus entendu souvent le cookie que le sextoy, mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, même par rapport à comment on va gérer les problématiques et comment ça va être perçu par les autres, c'est fou à quel point la culture et ce qu'on a été, tu sais, matraqué par un système, au final, on va le dire, un système malade, en tout cas, c'est ma croyance. On n'est pas dans un système sain, en tout cas, j'y crois vraiment très fort là-dessus, ok? Mais c'est que mon avis. À quel point ce qui nous ont matraqué peut impacter même jusqu'à notre gestion des problématiques, quoi. Tout à fait. Et en fait, du coup, ce manque de bonheur, donc ce manque de dopamine, je me suis dit: «Bon, ben, en fait, là, je vais le chercher dans le sucre». Donc on est bien d'accord, c'est pas des TCA, c'est cette envie de goût sucré. Mais moi, qui suis dans le sport et dans la santé, je sais que cet apport sucré avec cette IG, avec cet index glycémique haut et toutes les saloperies qu'il y a à l'intérieur, vu qu'en plus je commence à vouloir faire de la compétition en sport, j'ai pour but de pas me blesser, d'avoir, une inflammation, je veux pas d'inflammation, chronique, basse. Donc en Hmm. fait, la suppression de ce sucre rapide, de cette sucrerie est super importante pour moi, pour mes objectifs, surtout sportifs et de santé actuels.
Et je me suis dit: «Mais c'est quand même pas croyable, pourquoi je n'y arrive pas?» Et en fait, je me suis dit: «Bah, donc vu qu'il me manque ma petite dose de bonheur, je vais essayer de la trouver ailleurs». Et donc en fait, je me suis concentrée sur le fait d'avoir des interactions sociales qui m'enrichissaient plus, de m'investir plus dans mon activité professionnelle. Et donc en fait, je me génère de la dopamine plus de la sérotonine, ce qui comble cette envie de sucre. Et maintenant, quand, je mange mon sucre, enfin en tout cas mon carré de chocolat, heu, en fait, je me rends compte que c'est plus une habitude. Et là, on passe sur un autre chose, c'est-à-dire que c'est plus, cette habitude de dessert qu'il faut enlever. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des schémas pareils, au niveau intellectuel, mais j'ai déjà conscience que c'est plus le sucre qui mène ma vie. Donc ça, c'est cool. Hem, voilà, tac, tac. C'est puissant parce que comme tu dis, en fait, en réglant le problème en amont par rapport à tout ce qui est, voie dopaminergique, un petit peu ce cercle un peu vicieux quoi, tu vois? Où tu es vraiment dans toujours à la recherche de plus, toujours à la recherche de sensations fortes, hein. Donc ce cercle, ce circuit dopaminergique, si tu règles déjà ce problème-là, en fait, après, ce sont des habitudes à changer. Et là où je suis tout à fait, encore une fois, d'accord avec toi, c'est que si tu essayes de changer des habitudes alors que ton corps ressent le besoin d'un point de vue hormonal et cognitif, etc., ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de gérer ça. Alors que si tu as déjà géré en amont, compris, conscientisé, travaillé, réduit, équilibré tout ça et recherché, hop, par des voies, entre guillemets, dopaminergiques un peu plus équilibrée, constructive, t'appelles ça un petit peu comme tu veux, ben, on est en train en fait de construire une base beaucoup plus solide pour aller mieux. Moi, c'est quelque chose qui me fait très peur, tu vois. Je me rends compte que j'ai des tendances vraiment très addictives, et donc moi, c'est pas compliqué. Quand je me rends compte que j'aime vraiment un truc très fort, je le prends pas. Tu vois. Par exemple, quand j'étais ado, j'ai pris une cigarette, j'ai goûté une cigarette et j'ai fumé toute la cigarette. J'ai adoré. J'ai dit c'est la dernière, j'en fumerai plus jamais de ma vie. J'avais 15 ans, tu vois. J'ai jeté la cigarette et j'ai jamais plus fumé de ma vie. Mais j'ai adoré, tu vois. Et donc je me dis, non, ça c'est vraiment quelque chose, faut faire gaffe. Et je me rends compte que, ben tu vois, je suis quelqu'un qui va, comme beaucoup de gens, je pense, qui va beaucoup explorer dans l'extrême. Mais cette problématique-là, c'est que, putain, tu peux te perdre un peu, quoi. Tu vois. Donc en fait, moi, ma façon de pas me perdre, c'est de me connaître. Et c'est vrai que ça, par contre, ça choque un peu les gens en disant, putain, il est ouf, il est très sincère, quoi. Il est très sincère envers lui-même. Mais je dis, ouais, mais je dois être. Des fois, ma femme, elle me dit, t'es trop dur avec toi-même. Je dis, non, je suis pas trop dur, je suis discipliné. C'est pas pareil. Ça veut dire que je sais que je suis capable de pas le faire et je le fais quand même. Donc, à un moment, faut que tu arrêtes d'être, ouais, allez, ça va aller. Non, non, tu dis non, tu as fait de la merde. Pourquoi tu as fait de la merde? Parce qu'il y a ça, il y a eu ça. Ok, est-ce que tu peux gérer ça la prochaine fois? Tu vas essayer. Ça se reproduit pas. Et en fait, c'est du test and retest. Et tu avances comme ça. C'est ça. Donc, tout ce que tu dis là, c'est hyper intéressant, vraiment. Et j'ai envie, je te laisse finir, mais j'ai envie aussi que, après que tu aies répondu à ça, avec ce que tu veux amener, que tu parles un peu plus des hormones. Alors, je sais pas si tu veux parler un peu plus dopaminergique, mais alors, ça m'intéresse par rapport à ce que tu es en train d'apprendre maintenant, parce que justement, moi, c'est tout ce qui est système endocrinien, tu sais, hypothalamus, hypophyse, par rapport à la gestion des hormones, notamment au cycle menstruel féminin, qui est hyper intéressant, parce que je travaille un peu dans ce domaine-là aussi, enfin, carrément avec ce domaine-là aussi, avec Victor Segar, Atlas Studio Coaching, qui, lui, naturopathe. Enfin, bref, la petite parenthèse, mais ça m'intéresse beaucoup de voir ce que tu as appris un peu là-dedans aussi. Donc, je t'écoute. Oui, je vais juste Ouais, ouais, vas-y, vas-y. finir ma pensée, mais du coup, cette introspection pour savoir pourquoi on a besoin de dopamine, ça, de nouveau, ça demande, ouais, comme tu disais, de se connaître et d'avoir une introspection, et parfois c'est assez inconfortable. Et Ah ben, donc, en toute honnêteté, Gab, est-ce que tu as déjà été confortable dans de l'introspection? ah non, non, Soyons bien d'accord. Et en fait, c'est là où en fait, c'est game changer, les amis. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Phrase facile, phrase efficace. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'est dur, pardon, c'est que ça compte. Et là, ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est bien, c'est top ce que tu dis, ouais. donc c'est ça, que ça peut remuer chez les gens beaucoup de choses à modifier avant d'arriver à la modification finale de cette sucrerie. Mais je pense que c'est essentiel, comme tu disais tantôt, de se poser la bonne question en amont pour mettre des briques qui sont solides. Et c'est pour ça que les régimes de 3 semaines ne tiennent pas. C'est qu'en fait, le problème de base n'a pas été identifié. Donc, le problème, les conséquences hormonales sont toujours là. Et puis derrière, on veut une action parfaite, alors qu'en fait, la seule conséquence de ces briques qui sont pas les bonnes, ça va être le craquage alimentaire si la problématique c'est l'alimentation chez la personne. Chez d'autres, ça va être la consommation de la cigarette, chez d'autres, ça va être du sport à outrance, enfin, peu importe, mais le comportement de base,
le comportement final du coup de ces mauvaises briques, ça va être un comportement qui est inadéquat. Alors que si on prend le problème à l'envers et qu'on traite la cause et qu'on se met pose les bonnes de mettre en place, imaginons, manger ses légumes, c'est difficile, et ben, en fait, ça ne sera qu'une évidence par la suite. Que là, la seule chose qu'on génère, c'est: «OK, je m'y mets pendant 3 semaines et puis 3 semaines après, la personne éclate en plein vol, mais non, j'y arrive pas». Mais non, d'office, tu y arriveras pas parce qu'en fait, les bases en amont sont pas mises. Tu sais pas pourquoi tu veux faire attention à ton alimentation. Tu sais pas pourquoi en Ouais, fait très fort. tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à tenir, mais ça, parfois, c'est trop inconfortable. Or, il faut commencer par ça pour pouvoir arriver à ses fins. Ouais, connaître son pourquoi, c'est un des premiers trucs que je fais aussi avec les gens que j'accompagne. J'utilise des méthodes bien connues, le cercle d'or de Simon Sinek, qui est moi mon préféré, avec le fameux quoi à l'extérieur, comment au milieu, qui sont les valeurs, hein. Le quoi étant votre travail, par exemple. Le comment, c'est comment vous allez mettre vos valeurs dans ce travail. Une personne qui va, je sais pas moi, être coach, on va prendre un exemple facile pour moi, va pas forcément tous les coachs ne vont pas avoir le même comment, ne vont pas avoir les mêmes valeurs, et donc ne vont pas faire les choses de la même façon. Et là, on arrive au pourquoi, qui est vraiment le golden circle, hein, le cercle d'or au milieu, qui est quelle est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de boulot, mais j'ai toujours eu le même but, qui était d'aider l'autre, qui était d'aider l'autre à être mieux, à être bien. Et là, maintenant, j'ai très facile parce que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais moi, je veux mon pourquoi, c'est aider les gens à atteindre leur plein potentiel afin de les aider à atteindre la vie de leur rêve, à se créer la vie de leur rêve, tu vois. Et en fait, quant à ça, ben, là, je suis coach, mais si j'allais, je sais pas, moi, vendre des voitures, on invente, ok, tout mon travail serait tourné sur ça, de dire, ok, est-ce que cette voiture, ça va vraiment vous amener vers la vie de votre rêve, tu vois. Et en fait, est-ce que c'est une question que n'importe quel vendeur ferait? Je pense pas. Et ça, c'est puissant. T'as l'ikigai aussi. Ou l'ikigai, ça dépend un peu de. Je vous avoue que je suis pas. J'adore les mangas, mais je parle pas japonais. Donc, ce qui est vraiment ce chemin de vie avec les quatre, tu sais, les quatre facettes, avec qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé et de quoi le monde a besoin. Et quand tu réponds aux quatre, au milieu, entre guillemets, au croisement des chemins, tu as ce fameux pourquoi, les fameux ikigai. Après, il y a le stoïcisme aussi que j'utilise beaucoup, hein, cette philosophie très intéressante. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est important, quoi. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est vraiment ce côté, soyez honnête avec votre pourquoi, parce que si vous faites des choses, même si elles sont productives, intéressantes, amusantes, attrayantes, parce qu'encore une fois, aller retourner dans ce circuit dopaminergique de, ouais, je regardais TikTok, c'est trop bien, mais est-ce que regarder des TikTok, ça vous construit? Bah, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être un influenceur incroyable et être un TikToker incroyable, ça peut être considéré comme du travail. Vous regardez la concurrence. Mais par contre, si vous voulez faire autre chose, c'est peut-être pas le cas. Et à côté de ça, je ne suis pas non plus contre, hein, parce que j'ai aussi mes phases, soyons bien d'accord, remettons l'église au milieu du village. Se dire, ok, je vais faire 20, 30 minutes de TikTok parce que j'en peux plus, j'en ai marre, au lieu d'aller chercher à manger du chocolat, bah pourquoi pas, quoi. Tu vois, donc le contexte est vraiment hyper important et je trouve que toutes ces petites nuances, tu sais, que tu amènes à travers les questionnements qu'on est en train de se poser, c'est fort de sens et je pense que les gens qui écoutent et qui se disent ok, putain, moi ça m'arrive, ça vaut la peine un peu de se poser ces questions-là pour peut-être aller quelque part où vous n'êtes jamais allé et atteindre un niveau que vous n'avez jamais atteint. Ça peut être super intéressant. C'est ça et puis comme dirait un coach bien connu, l'essentiel c'est de faire en conscience. C'est-à-dire qu'on peut se mettre, une mine en soirée, hem, le tout c'est de savoir que ça va avoir un impact hormonal, là à court terme et qu'il faut pas le faire tous les jours. En fait, l'idée c'est de rester dans le contrôle, de rester en conscience et avoir conscience que manger, du sucre, c'est pas bon, bah, c'est déjà mieux que de manger du sucre sans avoir conscience que, manger son balisto tous les jours, c'est pas optimal, quoi. C'est le premier pas et puis de là après on avance et c'est un pas à la fois. Ouais, c'est la prise de conscience et l'acceptation, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ça. Moi, je prends toujours l'exemple du McDonald's, où je dis, bah voilà, à un moment, moi, mon épouse, elle est fan. Bah, à un moment, on y allait une, deux fois semaine. C'était un peu trop pour moi, tu vois. Puis une fois, on a été 3 fois sur la semaine. Et j'ai dit, écoute, là, c'est trop. Parce qu'encore une fois, c'était rentable pour moi. C'était un des seuls moments sociaux. En fait, c'était le seul moment où on était tous les deux qu'on pouvait se permettre. Est-ce que moi, j'avais envie de combattre et dire non, on va pas manger ça? J'avais pas du tout envie. Mais il y a un moment où ça a été trop et j'ai dit, écoute, ça, c'est plus possible. Et donc, du coup, on a parlé du problème et on l'a réglé. Il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Mais je dis aux gens, vous pouvez aller au McDo, mais vous pouvez pas me dire que le McDo, c'est quelque chose de sain. Ça, vous pouvez pas.
tu vois. Et donc, cette prise de conscience, pour le mettre dans un contexte qui est important, c'est-à-dire, je sais que je mange de la merde au moment du McDonald's, mais c'est un bon moment parce que bah, je vais pas abuser au niveau du menu. Déjà, c'est aussi un choix, ok. Mais surtout, je vais passer un moment de qualité avec ma femme qui, elle, bah, voilà, était dans un craving et moi pas du tout, tu vois. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Encore une fois, euh, viser la régularité plutôt que la perfection. C'est Si ça, vous êtes régulier dans votre pratique, moi je pense que vous êtes inarrêtable parce qu'encore une fois, la vie c'est un marathon, pas un sprint. c'est ça. Top, top. Au niveau de la nutrition, je pense qu'on est pas mal. J'ai Je envie parle de. rapidement des hormones si, enfin, si tu veux. Ouais, vas-y, si, carrément, vas-y. Euh, J'allais te demander, donc parfait. pour la rapide histoire, bah, en décembre toujours, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un pour m'aider un peu à comprendre si je peux dire ça, cette addiction au sucre, un peu cette incapacité à me détacher de ces petits bouts sucrés. Et Ouais, c'est ta perception, hein, c'est pas un gros mot, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. ouais, bon après j'aime pas dire addiction au sucre, mais on peut quand même dire ça parce que c'était Cette attirance vers le sucré. cette attirance et surtout cette incapacité. Et quand je disais non, j'étais très frustrée, mais frustrée au point d'en rêver la nuit, tu vois. C'était un peu en mode de Ah mais ouais. qu'est-ce qui se passe, bordel? Et, euh, et donc en fait, je me suis rendu compte que mon système hormonal était complètement fucked up parce que il m'a donné les clés pour comprendre et m'analyser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais, même si je mangeais bien, à optimiser dans mon alimentation. Il y avait des choses que je pouvais, donc notamment par les index glycémiques et les charges glycémiques et les taux en protéines, parce que comme je suis fort sportive, il fallait, je mangeais pas assez de protes. Donc ne serait-ce que de réagencer un peu cette composition d'assiette qui n'était pas mauvaise, mais qui n'était pas la plus adaptée à, Ouais, par rapport à toi et ton contexte et ce que tu voulais en faire, quoi. Donc rééquilibrer ces macros. Ouais. voilà, à ma vie actuelle. Puis ce qu'il m'a aussi dit, c'est le café, c'est stop pendant au minimum 3 semaines. Et il faut savoir que le café, j'en buvais 3 par jour et que le Ouais. premier était à 7h30, voire plus tôt. Et j'en ai consommé beaucoup pendant que j'étais infirmière, à toute heure de la journée, hein. Donc c'était le matin, le midi, le soir. J'en ai jamais bu la nuit parce que sinon je dormais pas, ce qui n'était pas saine avec le café. Et en fait, en arrêtant le café, j'ai arrêté le substitut d'énergie que j'avais entre guillemets. Et en fait, en 3 semaines, j'ai eu un premier regain d'énergie. Et je me suis dit, waouh, là, franchement, c'est génial. Et en fait, je me suis rendu compte que le café que je buvais trop tôt le matin, ça cassait ma courbe de cortisol. Ça Ouais. altérait ma production personnelle de cortisol qui est censée nous mettre en action, nous éveiller et être une des premières hormones à être produite pour l'énergie sur la journée. Donc en fait, je me cassais dès le matin avec la consommation de café. Et donc ça a été la première révélation. La deuxième, ça a été qu'après, je me suis renseignée sur tout ce qui était dopamine, cercle de dopamine, et je me suis dit, bon, je vais me créer des événements qui m'apportent dopamine et sérotonine pour avoir un bien-être complet et qui dure dans le temps. Et le troisième, c'était à Noël, quand je me suis dit, bon, Gab, t'as changé de travail, tu es beaucoup plus épanouie. Avec le sucre, ça va mieux. Il n'y a plus de café, tu consommes pas non plus d'alcool, tu bois pas d'alcool, tu fumes pas. Et en fait, j'avais des moments dans mes cycles où et à Noël, ça a été très, très fort, j'avais envie de mourir. Je me suis dit, là, j'ai envie, mais une envie des tripes, hein. Je me suis dit, là, j'ai bien envie de mourir. Là, je sais pas pourquoi je suis là. Et en fait, je me suis un peu fait peur. À Noël, je me suis vraiment fait peur et je me suis dit, en fait, t'es pas quelqu'un de déprimé, t'as pas de symptômes dépressifs, de dépression. T'es quelqu'un de super dangereux, qui est toujours partant pour beaucoup de choses. À quel moment t'as vraiment, au fond de tes tripes, cette envie un peu de mourir? Et puis, je me suis dit, bon, le dernier truc qui me reste, c'est d'arrêter la pilule. C'était le dernier perturbateur endocrinien que je prenais. Endocrinien, ouais. Et ça, on est bien d'accord que c'est un perturbateur Un endocrinien. perturbateur endocrinien. C'est pas, là par contre, c'est pas un sujet. Enfin, je veux dire, si, c'est un sujet, mais c'est pas une question, c'est un fait, quoi. Un perturbateur Moi, endocrinien. enfin, je n'ai eu. Alors maintenant, avec mon épouse, on est comme ça aussi, hein. Donc, elle prend plus de contraceptifs hormonal, etc. On est vraiment, voilà, en mode naturel, je vais dire ça comme ça. Mais j'ai 34 ans, donc je pense que je suis pas vieux, ok. En tout cas, je considère. Toutes les copines que j'ai eues ont eu des problèmes avec leur contraception, toutes. Voilà, je place juste ça là, et là, je suis en attente incroyable de ce que tu vas dire, parce que c'est super intéressant. Et
Donc je décide d'arrêter la pilule pour le 1er janvier, je la reprends pas 1er janvier 2024. Je dis à mon copain, ça fait 1 an et demi que j'y réfléchis. Et il y a 1 an et demi, j'étais pas prête c'était pas le bon moment pour moi parce que ça sous-entendait trop de changements d'un point de vue C'est ça, ouais. contraceptif, etc. Et comme c'était dans le moment où j'étais pas bien avec mon périnée, je voulais pas me rajouter un stress en plus alors qu'à ce moment-là, j'étais en galère avec mon périnée. J'ai dit un problème à la fois. Et là, vu que tout va bien, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter et de voir un peu. On n'est pas en projet de grossesse, enfin en projet bébé, mais je me dis là, je veux arrêter, je sens que c'est le moment. Et en fait, une énergie. Alors autant le café, ça m'a fait retrouver de l'énergie, autant là l'arrêt de la pilule. Mais j'ai tout explosé enfin, mes performances à l'entraînement. Je me sens mais d'une énergie de fou. Je n'ai plus besoin de sieste, je me sens moi-même. J'ai voilà, je sens que je reprends connaissance, allez, Confiance, conscience ouais. et Possession. oui, voilà, je reprends possession de mon corps. C'est-à-dire que quand je ressens des émotions, je sais que c'est les miennes et que c'est pas leurré. Et en fait, Ah, c'est beau, hein. ouais, mon cycle complet est passé. J'avais très peur de pas avoir mes règles parce que je me disais: «J'espère que ça va revenir régulier rapidement». Et en fait, pendant, mon syndrome prémenstruel, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un peu mal au ventre, un peu mal au dos, mais à aucun moment je me suis sentie déprimée. À aucun moment j'ai eu envie de mourir. Je me suis juste dit: «Ouais, OK, je le sens, j'ai un peu mal au sein, j'ai un peu mal au ventre», bon voilà, c'est classique et c'est pas non plus démesuré, quoi. C'est ça. Et je me suis dit: «Mais c'est trop bien, enfin, let's go, quoi». Et donc j'encourage, toutes celles pour qui c'est le bon moment parce que je dis bien qu'il y a un moment donné, il faut de la liberté mentale. Si ça vous rajoute une charge mentale en plus, c'est pas la peine. Il faut que ce soit, le bon moment, quoi. Ouais, et puis il faut que ce soit aussi, alors là, c'est la vie de l'homme, hein, c'est la vie du compagnon, mais il faut aussi que ce soit discuté, parce que je sais d'expérience que nous, ça a été une grosse discussion, et je sais aussi parce qu'on en a parlé entre nous, voilà, quand on s'est vu. Avec Seb, il y a pas de problème, tu peux discuter, enfin, je veux dire, il comprend, tu vois, il a l'empathie et tout ça. Donc Seb, c'est son compagnon à Gabi. Mais c'est vrai que nous, en fait, nous, ça a été un non-sujet. C'est-à-dire que moi, quand elle a commencé à discuter de ça, j'ai dit, non, mais attends, en fait, t'es en train de me demander mon avis. Je te remercie, t'es au top, hein, mon amour. Mais toi, toi, comment tu le sens, tu vois? Et en fait, t'étais, ben moi, voilà. Et en fait, j'ai dit, non, mais c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est toi. Et en fait, moi, je veux que tu sois bien. Et moi, si je dois commencer à aller chercher des autres moyens de contraception ou, voilà, arranger les choses comme ils doivent être arrangées. Donc voilà, on repart sur le contraceptif, peut-être préservatif, ne pas faire l'amour dans certaines périodes, aller chercher la température corporelle, enfin, tu vois, un petit peu des trucs un petit peu plus, alors on va appeler remède de grand-mère, mais au final, c'est des trucs qui fonctionnent franchement pas mal. Mais enfin, encore une fois, c'est peut-être, je suis tronqué par ma perception, soit. Mais cette idée-là, c'est effectivement le vrai sujet, c'est le bien-être de l'autre. Mais par contre, ce bien-être-là ne doit pas en venir à oui, mais on peut moins faire l'amour, on peut moins avoir de relations. Et en fait, comme tu dis, chaque chose en son temps, et ce problème doit être pris à bras le corps et doit être géré relativement, je pense, efficacement en ayant ces discussions avec le compagnon, je pense, tu vois. Ah et ben, moi, l'année passée, ça s'est pas fait, si je raconte un peu ma vie, parce que j'avais dit à Seb: «Il y a risque que je puisse tomber enceinte». Ouais. Il m'a dit: Bah oui. ça, c'est un non catégorique». J'ai dit: «Bon, bah, alors, c'est non». Et moi, je j'étais pas OK avec le préservatif. C'était quelque chose pour moi qui était très compliqué. Donc en fait, on n'a pas su trouver de terrain d'entente et je lui ai dit: «Si c'est pour, en effet, arriver à des fréquences moins importantes alors que c'est important pour nous et un non-épanouissement et une charge mentale», j'ai dit: «Ça, c'est pas la peine». Mais là, cette année, le projet grossesse n'est toujours pas d'actualité, mais les autres moyens de contraception, ne sont pas exclus pour moi. Donc en fait, on a trouvé un terrain d'entente. Donc Ouais. c'est OK. Mais c'est top, hein, c'est top comme retour parce que tu vois, par exemple, nous, alors forcément, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs hein, par rapport à tout ce que tu viens de dire hormonal et notamment grossesse, etc. On a suivi, en fait, on a fait une bêta test avec deux femmes, avec Victor Segar par rapport au mentoring, le bien-être au féminin. Donc, on a vraiment pris des femmes et on a vraiment voulu les aider à travers un suivi holistique. Donc, nutrition, mindset, psychologie, sport, mouvement et bien sûr hormonal aller chercher justement la compréhension de leur cycle et travailler là-dessus. Là, je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous coupez votre, parce que là, on va plus soyer, on va appuyer un petit peu sur ce que tu viens de dire. Quand vous coupez en fait votre contraception hormonale, parce que c'est le sujet ici, ok? Vous êtes beaucoup plus aligné avec vos vraies envies, avec vos vraies tendances et votre vraie énergie. Vous devez comprendre que votre vie, elle est cyclique.
Celle d'un homme, c'est pareil, personne n'est linéaire, mais seulement nous, un homme, on vit un cycle sur un an. Alors parce que nous, on est plutôt aligné avec les printemps, été, tout ça, quoi. Donc vraiment les saisons. Alors que vous, chaque mois est une saison, quoi. Tu vois, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a l'automne, enfin tout ça en même temps. Et en fait, chaque partie du cycle a vraiment un intérêt. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est de la merde, la partie où je suis réglé, il n'y a aucun intérêt à ça. Ben si, parce qu'en fait, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est souvent celui qui parle le plus. Quand vous êtes réglé, votre corps est en train de vous dire que tout va bien. Alors attention que ce n'est pas des vraies règles quand vous êtes sous contraception. C'est le corps, enfin voilà, c'est hyper intéressant aussi de le dire, mais c'est pas des vraies règles, d'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, quand vous êtes réglé, le corps vous dit que c'est OK, vous dit aussi que vous êtes en capacité de procréer ou pas, d'accord? Donc là, il n'y a pas eu justement voilà, de bébé qui s'est mis, donc il n'y a pas eu de suite par rapport au projet bébé, bah, pas de souci. Mais aussi, c'est un coach personnel en fait, parce que c'est aussi le moment quand vous êtes réglé, ça c'est important, écoutez-nous bien, mesdames, c'est le moment où les hormones vont le moins interférer avec vos émotions. Donc moi, je dis toujours aux gens, aux dames que je suis, notamment dans ce groupe-là, mais maintenant c'est plus global, parce que forcément j'accompagne d'autres femmes, notamment sportives, c'est le moment où tu dois faire deux choses. La première, c'est t'écouter le plus possible parce qu'en fait, tu n'as pas de perturbateur endocrinien, tu n'as pas de perturbateur de craving, de tout ce qu'on vient de discuter maintenant. Vous êtes le plus connecté avec votre centre de la raison et vos envies. Donc, profitez-en. S'il vous plaît, profitez-en. Et la deuxième chose, c'est le moment de la planification. Anticiper le prochain cycle, voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Parce que je vais regarder un petit peu, je vais te laisser la parole, mais j'ai un bouquin là-dessus qui s'appelle Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari. Je sais pas si tu connais Gaël Baldassari. Non, ça me dit rien. C'est une spécialiste en fait de tout ce qui est cycle menstruel. Je trouve que c'est une pépite. Et en fait, pour entre guillemets clôturer un petit peu ça, je vais juste vous montrer le bouquin comme ça, vous le verrez. Mais l'idée, c'est qu'en fait, elle a la méthode surf. Et en gros, c'est exactement les périodes du cycle sont comme si tu allais sur la planche, tu te prépares, tu surfes, tu te reposes. Et chaque partie du cycle, en fait, a, avec cette petite métaphore du surf, une partie intéressante, quoi. Et là, tu comprends que moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'apprendre aux femmes justement à mieux se connecter. Ça, c'est toujours le job qu'on fait tous les deux. Hein. C'est de ça qu'on discute depuis 1h20, 1h30 presque maintenant. Et une fois qu'elles sont connectées, c'est comprendre à quoi sert la partie du cycle et d'essayer de ne pas être en contre-cycle. Parce que ça, on en voit. Parce qu'au lieu d'essayer de s'adapter à elles-mêmes, elles essayent de s'adapter à la société dans laquelle elles sont, à leurs compagnons, à leur vie de famille. Non, essayons justement que quand on est en capacité d'aller à fond, aller à fond, mais que quand on est fatigué, viens, on va s'écouter, on va prendre le temps. C'est ça, Tu vois, donc ça, pour moi, c'est hyper important à ce niveau-là, tu vois. tout à fait, je te rejoins. Et c'était trop marrant parce que à 2 reprises, j'ai, au CrossFit, j'ai fait des trucs, enfin, c'était des PR plutôt en termes de temps qu'en termes de charge. Et j'ai un des gars un jour qui m'a, enfin, j'ai eu 2 gars, il y en a un qui m'a dit, «Et quoi, Gabi, tu dopée?» Et je lui dis: «Bah non», mais c'était vraiment au point, il pensait, enfin, sur le coup, il m'a lâché ça. Et une autre fois, c'était un Point faible, trop forte. l'autre fois, c'était un WOD où il fallait faire des push press, donc des, pour ceux qui ne sont pas au CrossFit, donc des presses au-dessus de la tête avec une kettlebell. Et j'ai fini la première, femmes et hommes confondus, parce que c'était, mais j'avais de l'énergie à revendre pour 10 quoi. Et celui à côté de moi, à la fin, me dit, «Mais quoi, t'as pris trop léger? Tu pu prendre plus lourd». Et je lui dis: «Mais écoute, j'étais un RX, j'ai tout donné». Enfin, voilà, c'était 2 anecdotes où des hommes sont venus me trouver en me disant, «Mais qu'est-ce que tu fous, quoi?» Et j'étais là: «Bah, je suis juste hyper en forme, tout est optimisé, quoi, ma vie». Ça, c'est l'effet femme connectée en fait. Hein. Ouais, C'est juste qu'on n'a pas, on a tellement pas l'habitude de voir quelque chose quand ça roule tout le temps, parce que vous êtes, vous mesdames, vous êtes tellement tout le temps en train de vous faire assommer par la société, le qu'en dira-t-on, tout ça, c'est compliqué quoi. Et alors pour ceux qui ont la vidéo, je montre le bouquin. Donc c'est Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari. Franchement, super vulgarisation, super apprentissage. Moi, je suis très autodidacte, donc j'aime bien apprendre. Et elle a des formations pour celles ou ceux qui sont intéressés, hyper intéressantes. Enfin, franchement, je vous recommande pour mieux comprendre un petit peu vos cycles parce que bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui les comprennent pas. Et pour clôturer sur ce petit sujet-là, on a une des femmes qu'on a suivies qui avait malheureusement été dans l'impossibilité de tomber enceinte. Et en fait, en transformant un petit peu la notion de terrain, donc vraiment en rendant son corps
moins enflammée, plus bien, mieux dans sa tête, etc. Elle est tombée enceinte en fait. Ah, Et là, elle est enceinte de 6 mois. Donc ça, je pense que c'est un des, je suis un peu dans l'émotion. C'est une des plus belles réussites de ma vie en fait. Ça et le fait d'avoir fait venir mon père pour s'entraîner, c'est deux moments de vie où j'oublierai jamais. Quand elle me regarde, elle me dit Benja, je suis enceinte quoi. Et je dis enfin vraiment. Et puis elle me dit oui oui. Je dis de combien? Elle me dit 3 mois. C'est victoire quoi en fait. C'est victoire et c'est pour ça qu'on vit. Enfin moi c'est pour ça que je vis, c'est pour ce genre de moment. Et il y a des syndromes de l'imposteur. T'es un homme forcément, t'as pas de vagin, t'as pas d'utérus. Tu dis ok tu veux pas faire de mansplaining, tu veux pas commencer à expliquer à une femme comment fonctionne. Tu vois tu veux pas. En plus avec ma femme qui est féministe, engagée, artiste, peintre, tu vois il y a toutes ces notions un peu de est-ce que ma place elle est vraiment là. Et en fait j'ai arrêté de réfléchir. Je me suis dit mais mec, enfin t'as juste envie d'aider les gens en fait. Arrête de te prendre la tête. Et je me rends compte que, bah oui, j'évite pas les femmes qui me disent ouais, tu vas pas m'apprendre. Et je dis bah non, en fait, c'est pas le but. Mais par contre, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Bah non, bah viens, si tu as envie d'être aidé, vas-y. Donc ça, ce message, il est porteur d'espoir dans le sens où si vous avez une idée que le monde est contre vous, bah écoutez pas trop le monde en fait. Faites votre truc et puis testez un peu. Toujours, bien sûr, avec cette idée de bienveillance et d'entraide. Ça, c'est important pour moi, quoi. non, c'est essentiel, ouais. Top, top, top. Top. Je suis vraiment content de cette discussion. C'était un petit peu improvisé la contraception, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à échanger. Et pire, je trouve que par rapport justement à cette contraception, alors on va pas aller sur ce sujet-là, mais tu sais, le fait de pas avoir envie, de pas avoir d'enfants, des choses comme ça, je trouve que souvent les meilleurs amis sont les pires en fait. Il y a vraiment ce côté un peu où tu fais pas partie du gang. Tu vois, il y a un peu cette. Alors, je pense que je n'ai pas le bon terme, mais c'est un peu ce côté de si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Tu vois cette idée? Alors que non, enfin moi mes meilleurs amis, je vois bien, il y en a un qui est hyper carré, l'autre pas du tout, et en fait c'est par nos différences qu'on se complète et qu'on s'entraide. Donc, enfin je sais pas ce que tu penses de ça. J'ai un avis qui est enfin, qui a plusieurs, enfin, un arc, il faut imaginer un arc, et puis j'ai plusieurs flèches comme avis. C'est-à-dire Ouais, bien sûr. que, Ce n'est pas absolu, soyons bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. en fait, il y a celle pour qui avoir un enfant, c'est un goal de vie. Euh, Ouais, carrément, je suis d'accord avec ça. Ouais. et qui en fait ont du mal, je pense, à avoir de l'empathie, à comprendre une vie sans enfant parce qu'elle, elle ne se voit pas ne pas avoir ce rôle de mère. Il y a celles pour qui être mère n'est pas du tout envisageable. Et bien souvent, là, elles, vu qu'elles ont réfléchi au pourquoi du comment elles voulaient pas être mère, c'est plus facile pour elles de comprendre quelqu'un qui va être maman que quelqu'un qui est maman, elle aura Ouais, carrément. moins de Ouais. facilité à comprendre celle qui n'a pas de désir d'être mère. Je pense qu'il y a celles qui sont influencées par la société et la place sociale et l'impulsion que donne la société où bah voilà, t'as 30 ans, t'es en couple, est-ce que tu ferais pas un enfant? Est-ce que c'est prévu? Alors Ouais. C'est même pas ça, c'est pour quand le bébé, tu voilà, vois. C'est un impératif, quoi. avec les injonctions, donc je pense qu'il y a pas mal de femmes qui sont devenues mamans via les injonctions et non pas par cette envie profonde. Euh, Pareil, de nouveau sans jugement, mais je pense qu'il y a pas mal de Non, non, je pense. on parle. Et puis ensuite, hein, dans le jugement entre mamans, en fait, je pense que quand t'es maman, t'as ton centre d'intérêt qui change du tout au tout et que ton rythme de vie est guidé par tes enfants. Et je pense que c'est même pas que t'exclus celle qui n'est pas mère ou que t'as envie d'exclure celle qui n'est pas mère, mais c'est juste que je pense que 24 heures c'est trop court dans une journée et qu'à un moment donné, tu dois faire des choix et que tes choix tournent autour de ton enfant et que bah, tant pis, il y a certaines relations qui passent un peu à la trappe. Je pense que ça se passe plutôt dans ce sens-là que par négativité de ah, t'es pas mère, du coup, t'es plus avec nous. C'est plutôt que ok, cet après-midi il est dimanche, les enfants doivent faire une activité, on irait bien dans un centre de jeu. J'appelle toutes les mamans qui ont des enfants qui voudraient bien venir au centre de jeu. On va pas penser à appeler celle qui est célibataire ou celle qui n'a pas d'enfants et qui n'aime pas les enfants, par exemple. Voilà. C'est plutôt, je pense que ça se passe plutôt dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est très chouette comme approche, comme point de vue. Parce que je pense que fondamentalement, comme je le dis souvent, moi je suis un humaniste fini, je pense que l'être humain est fondamentalement bon et fondamentalement bienveillant. Alors il y a des gens qui sont pas du tout d'accord. C'est mes croyances, et honnêtement, ça m'apporte plus de bons moments que de mauvais, donc je vais les garder, hein, je vais la garder cette croyance. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas une volonté d'exclure, mais par contre, on ne met pas l'énergie dans le fait d'inclure quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément dans le groupe.
initiale qui est, dans ce cas-ci, la discussion, c'est tu es mère, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Mais je remarque aussi de plus en plus que nous, on discute de ça parce que voilà, on n'aura pas d'enfants et c'est OK. On a décidé d'avoir une vie comme ça et ça nous va super bien parce que du coup, on est des indépendants tous les deux, on crée des projets et tout. Et elle me dit, en fait, enfin, mon épouse me disait, voilà, je tombe enceinte, il y a un bébé, est-ce que toi, tu es capable d'arrêter de faire ce que tu fais? Je dis, je vais être honnête avec toi, je pense pas, parce que je m'amuse trop, en fait. J'aime trop ce que je fais. Elle me dit, bah, moi non plus, en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Et elle me dit, je suis sûr que tu seras un bon père et je pense que je pourrais aussi gérer un enfant. Mais par contre, dans nos vies, là, maintenant, compliqué. Par contre, tu vois, on se dit, OK, peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, pourquoi pas devenir famille d'accueil, tu vois? Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ouais, mais enfin, c'est un peu bizarre comme réflexion, mais je dis non, en fait, on veut aider les gens. Ça, fondamentalement, ça rentre dans nos valeurs profondes à tous les deux. On veut aider, mais par contre, encore une fois, on veut pas aider pour nous, on veut aider pour aider, pas pour que en fait, le sujet de cette conversation, le sujet de ce qu'on vient de dire, c'est l'autre, pas nous-mêmes. Parce que quand tu mets au monde un enfant, le sujet, c'est pas toi, c'est lui. Enfin, tu vois, de ma perception. Enfin, la discussion est costaud, elle est solide, mais je te remercie d'aller un peu sur des sujets comme ça parce que bah, ça me fait plaisir d'en parler, tu vois, de donner un avis qui n'est pas meilleur qu'un autre, mais juste ça me fait plaisir parce que c'est des discussions qu'on a beaucoup C'est avec ma une femme. discussion qu'on a aussi là à l'heure actuelle. Nous, si on avait un enfant, moi je vois avoir un enfant pour le mettre dans les meilleures conditions pour le faire évoluer et qu'il devienne la meilleure personne. Bah oui, évident, tu veux le meilleur pour l'autre, c'est Voilà. sûr. Et donc en fait, à l'heure actuelle, si je tombe enceinte, je vais faire ça pour lui, mais ça va me générer trop de frustration. Et ces frustrations-là feront que je ne serai pas la meilleure mère. Donc en fait, je préfère attendre de me construire. Donc on revient en briques de base, me Ouais, ouais. bien, avoir une vie qui me plaît, avoir des ressources financières suffisantes, et puis de là, être heureuse et avoir la cerise sur le gâteau, j'ai un enfant. Parce que moi, je vois l'enfant comme une cerise sur le gâteau et non pas la part de gâteau manquante à ta vie. C'est ma perception. Mais je la vois, voilà. Et pour l'instant, mon Non, c'est gâteau, top. j'ai que la pâte en bas. Donc voilà, dédicace à tous les boulangers de France et de Belgique. Donc ouais, top. Ici, avant de partir, parce que je pense qu'on va pas, on va aller dans la dernière partie. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder? Alors, dernier sujet ou l'autre. Moi, nous sommes notre premier laboratoire où tu voulais un petit peu y retourner, je pense, mais je ne suis pas sûr. Après, on en a déjà un peu parlé, hein, de vraiment cette idée lead by example. Honnêtement, je pense qu'on a dit l'essentiel. Ok, super, Ouais, super. on a dit l'essentiel. Ok, nickel. C'était juste, voilà, j'aime toujours bien avant de partir sur la partie finale, tu sais bien, les questions alors, c'est souvent, on dit en rapid fire. Moi, je dis en low fire. J'ai pas peur. C'est 5 questions. On met 20 minutes, on met 1 heure, je m'en fous. Mais voilà. Donc, on part sur ça. Bon pour toi? Ouais. Super. Alors, une question qui, moi, j'adore, parce que c'est vraiment celle qui m'aide à chaque fois à remplir mes idées de livres, etc. C'est, peux-tu me donner un livre, une œuvre ou un podcast que tu conseillerais et pourquoi? Alors j'en ai sélectionné 4. Je sais Ok. qu'il y en a 2 que je vais te dire qui vont revenir, de manière récurrente, ton premier podcast, tac tac, comment il s'appelle? Le premier, c'est Romain Dubois. Et alors, du coup, on a fait. Enfin, je vais pas balancer le livre, tu vas peut-être le dire. Romain l'a cité, mais Ok, donc je vais ouais. le reciter parce qu'il est super important pour moi, c'est les 4 accords Toltec. Yes. Quand ça va pas, quand c'est compliqué, j'essaie vraiment de me redire que, en fait, rien n'est destiné contre toi. Chaque personne, quand tu Non. reçois une critique, bien souvent, c'est un écho d'elle-même envers elle-même. Et À quand fond, ça 100%. t'impacte, c'est ta responsabilité. Bien, parce que moi, je suis assez sensible à la critique. Ouais. Ne rien prendre personnellement, c'est un désaccord, hein. Voilà, exactement. Parole impeccable aussi. Ouais, J'essaie parle bien, ouais, tout à fait. de le mettre Toujours essayer de parler le mieux. dans mes coachings parce que combien de personnes sont là, oh, je suis nulle, oh, j'y m'arrête. Tout ce que tu te dis, ton inconscient, C'est une vérité, exactement, il sait pas discerner l'ironie du premier degré. Donc, clairement. ensuite, le deuxième, ce sera les 5 blessures qui vous empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ouais. Lise Bourbeau, c'est vrai que ça ressort beaucoup aussi, ça, ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu jusqu'au bout et qui m'a permis, même si, voilà, je pense que c'est pas la vérité absolue, mais ça permet au moins de mettre des idées et d'organiser un petit peu les attitudes, qui on est par rapport à ce qu'on a vécu. Et je trouve que Ouais. c'est une première approche quand on se cherche.
Je suis d'accord avec le côté première approche parce que moi, je suis un peu passé à côté. Je pense que je l'ai lu, hein. Je pense que c'était pas le bon moment parce que déjà il y avait le contexte un petit peu. Je t'avoue, je sais plus exactement, mais voilà, je pense que je suis un peu passé à côté. Mais j'aimais pas trop un peu le côté. C'est un peu trop. T'es comme ça physiquement, c'est comme ça, point barre, tu vois. Mais par contre, ça peut être hyper intéressant comme première approche de, ok, est-ce que s'il est comme ça, selon Lise Bourbeau, on est comme ça, du coup, on a un masque comme ça, et en fait, ça peut être une belle approche analytique. Mais par contre, ne prenez pas ça pour une vérité vraie. Encore une fois, c'est pas absolu. Je sais pas si tu es d'accord. Et ça permet par exemple de se reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a un des masques, c'est la trahison, la personne qui a été Ouais, trahie ou ouais, abandonnée. Et en fait, ça permet juste de se dire, ok, moi je me reconnais peut-être dans ça. Et en fait, ça fait cogiter. C'est un ouais, pied à l'étrier sur, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai vécu ça. Je suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord qu'en effet, la dispute ou l'abandon ou ce qui s'est passé avec mon père ou ce qui se passe avec ma mère, en fait, ça influence à l'heure actuelle. Je trouve que ça permet de se lancer dans cette réflexion de ouais, en fait, il s'est passé ça et on peut quand même pas dire ça a de l'influence même à l'heure actuelle, quoi. ouais. Ouais, ouais, carrément. Et un petit truc, petit tip sympa, moi c'est comme ça que je retiens. Vous retenez le mot trahi, et en fait, il y a, pour chaque lettre, il y a une blessure. Le T pour trahison, le R pour rejet, le A pour abandon, le H pour humiliation et le I pour injustice. Hyper facile. Franchement, enfin, si je retiens, vous retenez, c'est obligé. Et le troisième livre, enfin c'est deux, mais je vais vous donner, c'est tac tac tac, c'est l'impact des émotions sur votre ADN et l'impact des comportements sur l'ADN. C'est deux livres Ouh. que j'ai lus les semaines passées, qui en fait montrent l'impact donc de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on donc soit de nos émotions, soit de nos comportements qui influencent en fait l'expression de nos gènes. Et ce que j'adore dans ces bouquins, c'est que ça démystifie, enfin, ça prouve scientifiquement que, par exemple, le sport, c'est prouvé que ça influence sur l'expression des gènes et que ça a des bienfaits. Ça prouve scientifiquement que le yoga, la méditation, ça influe sur l'expression des gènes et donc ça a un effet bénéfique scientifiquement prouvé. Et ça sort et ça pour tous les sceptiques qui disent oui, la méditation, c'est pas prouvé, c'est de la médecine chinoise, gna gna gna, je trouve que ça ancre scientifiquement des méthodes qui sont plus dites alternatives. Ça montre dans la réalité, dans le monde scientifique, donc dans la médecine traditionnelle, dans la médecine européenne, qu'en fait, ça a une influence positive. Aussi bien Ça- que des événements comme par exemple l'Holocauste, les famines en Hollande, ce qui s'est passé il y a déjà quelques années, ça a toujours un impact sur nos gènes. Et donc en fait, ça montre aussi que ce qu'on fait de bien comme comportement ou comme pensée, ça a une vraie action sur notre corps au sens propre du terme, puisque ça va venir faire qu'il y a des gènes qui vont s'exprimer ou non. Et donc ça influence réellement sur nous, sur notre santé. Et à l'inverse, des choses qui sont passées, par exemple, ils expliquent dans le livre que 4 générations, donc il faut imaginer 2 jumelles, et 4 générations plus haut, il y a donc l'arrière-arrière-grand-père qui a violé une dame. Et puis ensuite, il a rencontré une autre femme avec qui une, il a eu une fille. Cette fille-là a eu 2 filles et à chaque fois, l'aînée n'arrive pas à avoir de relations sérieuses avec un homme et n'est pas désireuse d'abord d'enfants et en fait reste sans enfants. Et la deuxième a sa descendance, etc. Et en fait, la jumelle qui a cette problématique-là, donc la première née des 2 jumelles, donc celle qui est née en premier, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un à être stable, elle veut fonder une famille, mais c'est impossible pour elle. Et en fait, en faisant une reconstruction familiale, ils se sont rendus compte que ce secret de famille-là, comme quoi il y avait eu un viol et que cette femme-là n'avait jamais eu de descendance derrière, c'était tracé dans l'ADN. L'arrière-grand-père l'avait transmis en épigénétique. Donc, c'est pas la modification de l'ADN en elle-même. Il faut imaginer ça comme des boucles d'oreilles qu'on vient accrocher sur l'ADN. Et en fait, avec la conscientisation de cet événement-là, le fait de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de risque de viol, etc., en fait, on vient modifier, enfin, on vient enlever ou rajouter une boucle d'oreille sur l'ADN. Et en fait, ça permet, d'un point de vue génétique, de pouvoir permettre à la personne d'être OK avec les relations sociales, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on estime un peu plus de l'ordre du
psycho-émotionnel, enfin de la psychologie. En fait, non, il y a des choses qui sont vraiment scientifiquement prouvées. Et donc, je trouve que ça ancre un peu de scientifique dans certaines choses qu'on sous-estime de parce que c'est médecine chinoise. Et donc, du coup, auquel on donne moins de valeur parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont bah, prouve-moi que ça fonctionne. Bah, c'est un livre qui vous montre que ça fonctionne. Voilà. C'est intéressant parce que moi, l'épigénétique, c'est un truc qui me fascine. Après, plus ils font d'études et plus ils se rendent compte qu'ils savent pas. Ça, j'adore parce que de base, ça veut dire que c'est cool, ils remettent en question. Je vois un peu l'épigénétique comme donc le travail du génétique comme un potentiel. C'est-à-dire qu'à force des expériences de vie intergénérationnelles, donc les arrière-grands-parents et tout ça, on se crée en fait un peu un fond, tu vois. C'est vraiment un truc où on va aller piocher. Et en fait, l'épigénétique, au sens, en tout cas, dans lequel moi je le comprends, c'est que par rapport au contexte dans lequel tu vas vivre, tu vas aller piocher en fait dans ton potentiel génétique C'est ça. pour pouvoir développer des choses. Et moi, j'ai lu récemment une étude où ils expliquaient que par rapport au contexte des parents dans lesquels ils faisaient un enfant, l'enfant était influencé et allait rechercher autre chose dans le potentiel du bac génétique, tu vois. Exactement. Donc, pour prendre un exemple très concret, quelqu'un qui va être, alors je vais parler de salarié, donc il est très tranquille, il a une vie train-train, etc., il vit tranquille, il est bien, il est carré, il prend pas de risque. Il va avoir un enfant. Cet enfant va hériter de ce côté peut-être un peu salarié. Je prends un exemple un peu clivant exprès, d'accord. Donc voilà, le premier enfant va pas chercher forcément à prendre des risques, il va vivre la vie tranquille, il se prend pas la tête, tu vois. Puis là, d'un coup, je sais pas, 10 ans après, le papa, la maman a eu, voilà, revirement de situation. Il y a eu un problème au niveau de ce boulot. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais vivre ça. Elle s'est lancée en tant qu'indépendante. Et voilà, elle commence à être un peu énervée, à lancer des trucs, des projets. Tout se passe bien, ça va bien. 10 ans après, ils ont un enfant. Donc il y a 10 ans de décalage, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avant, on disait oui, mais c'est les générations, etc., etc. Sauf qu'en fait, la maman étant devenue autre chose qu'une salariée à ce moment-là, le potentiel génétique a aussi changé, tu vois. C'est ça. Et comme le potentiel génétique a aussi changé, l'épigénétique, le contexte dans lequel le bébé naît et le contexte dans lequel il va grandir par rapport au mindset amené, à l'éducation, à la culture et à toutes les réactions, etc., qu'il y a là par rapport, encore une fois, au contexte initial des parents étant différent, ça amène une évolution différente. C'est un truc de malade. Moi, je trouve ça complètement fou parce que si c'est vrai ou si ça l'est pas, factuellement, je vais être totalement transparent avec toi, je m'en fous. Par contre, le concept de ça, ça me rend dingue en fait. Parce que je me dis, ok, donc ça veut dire que même la façon dont tu vois, moi j'ai été éduqué, j'ai une sœur de 8 ans plus âgée que moi, c'est le noir et le blanc. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde pour à peu près rien. Ça reste ma sœur. Tu vois, je l'apprécie beaucoup. Mais par contre, moi j'ai vraiment ce côté indépendant. Et ce qui est très drôle, c'est que mon père, toute sa vie, qui est lui-même indépendant, a essayé en fait de me dire, reste cool, reste cool. Et en fait, notre relation n'a jamais été aussi belle que depuis qu'il a compris que j'étais un méga énervé. Mais j'ai dû avoir une discussion avec lui en disant, papa, en fait, je suis à un stade de ma vie où là, c'est plus rentable pour moi d'échouer que de pas essayer, en fait. Et je dis, j'en suis fier de ça. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, t'es prêt. T'es prêt, en fait. T'es prêt à être indépendant parce que tu vas en chier, mais ça vaut tellement la peine. Et tu vois, ça, c'est, voilà, c'est un peu ce, alors c'est peut-être aussi par rapport à mon expérience personnelle, du coup. C'est évident, en fait, maintenant que j'en parle, mais par contre, cette épigénétique, ouais, merci pour ce bouquin, c'est cool, c'est un beau bouquin, tu vois. Et c'est Euh, vulgarisé, c'est facile à lire. Ça pourra faire prendre ça pourra faire prendre conscience aussi à certaines mamans qui sont overbookées, l'influence d'une vie ouais. chargée par rapport à l'expression de vos gènes et au fait qu'il faut prendre soin de vous. Donc franchement, à lire, ça se lit vite, c'est des pépites. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Cette phrase, elle doit vous fracasser, en fait. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et, Alors, il y a. et la Vas-y, vas-y. deuxième œuvre, bah, c'est l'œuvre de ta femme. C'est La Loba de Lily. Mais j'en parle, et je l'ai. Attends, c'est à mon tour de montrer le tronc. C'est très gentil. C'est une œuvre de mon épouse, effectivement, pour ceux qui ont la vidéo. Sur mon bureau tout le temps. Franchement, c'est une œuvre que j'ai failli acheter, mais que comme je me suis lancée, ben, j'avais. Voilà, j'ai fait First thing first. il y avait des priorités à faire d'un point de vue financier. Et en fait, c'est je trouve cette œuvre magnifique sur l'empowerment des femmes. Donc, Carrément. c'est-à-dire la capacité des femmes à s'élever malgré les difficultés rencontrées. Je pense, que c'est une des plus belles explications que j'ai entendues de cette œuvre, et c'est vraiment ça qu'elle a voulu transmettre. Effectivement, je te remercie pour cette petite mise en œuvre de mon épouse, enfin, en lumière de mon épouse. Ça me touche. Merci à toi, Gabi. Alors, pour la question suivante, y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Oui, c'est le mieux est l'ennemi du bien.
C'est-à-dire que faire de son mieux et arrêter de vouloir à chaque fois la perfection. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à lancer son projet, bah, vaut mieux quelque chose qui est lancé et pas parfait. Pareil, quand on n'ose pas faire quelque chose, bah, se dire qu'on l'a quand même tenté. OK, c'est pas parfait, mais c'est fait. Donc le mieux est l'ennemi du bien, c'est ce que me disait ma mère quand, elle voyait sa fille perfectionniste, voilà, rien lâcher. Voilà. C'est très bien. Ouais, moi, je dis toujours: «Jamais parfait, toujours meilleur». Après, l'accepter, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que je remarque que même quand je tente un truc qui est loin d'être parfait, loin d'être au niveau que je voulais atteindre, en fait, la bienveillance que j'ai à travers ce projet et ce qui en découle encore une fois est incroyable de puissance, en fait, hein. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. C'est une très belle phrase. Alors, si tu devais laisser un message, un seul message au monde, lequel serait-il? Ah, il va prendre toute sa place dans ce contexte actuel, c'est, vivez simplement. C'est vraiment, ce que j'essaie de me dire au quotidien, parfois quand je suis prise, surtout avec les ça le fait beaucoup, ça le fait très rarement, mais j'ai eu des phases comme ça où je me disais: «Mais ma vie c'est pas assez, j'ai pas assez de choses, je fais pas assez d'actions, toujours Mmh. le vouloir du plus, plus, plus. On en revient à cette dose de dopamine jamais suffisante, hein. Mais c'est vraiment vivre simplement, c'est-à-dire que moi, mes meilleurs moments, c'est les parties de jeux de société le dimanche après-midi avec mes beaux-parents. C'est mes moments favoris, quoi. On est tous en mode décontracté, on se prend pas la tête, on s'amuse et ça coûte zéro et c'est accessible en 10 minutes, quoi. Donc Ouais, c'est top, vraiment première action et s'entourer des belles personnes, en fait, des gens qu'on apprécie. Magnifique. Hem, Si tu pouvais remodeler, c'est une question que j'aime beaucoup ça. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? l'école, l'école, Alors là, je suis team école aussi, tu sais, vraiment, merci quoi. non, en fait, avec, bah, comme j'expliquais tantôt, il y a plein de choses il y a des chemins d'études que j'ai pas pris parce qu'on m'a dit que c'était pas les bons ou qu'on m'a fait sous-entendre que j'y arriverais pas. Et en fait, autant l'école, ça apporte beaucoup d'un point de vue enseignement, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur la façon dont les enseignements sont donnés et les types d'enseignements, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on apprend qui sont inutiles et des choses qu'on n'apprend pas qui sont vitales. Et ça, Complètement. c'est assez problématique. Et je trouve qu'il y a une grosse, comme on parlait tantôt des transferts, des personnes il y a beaucoup de personnes qui, en fait, vont transférer leurs peurs, leurs frustrations, leurs envies, sur, les élèves, leurs enfants, et je trouve que cette transmission, elle est pas toujours bénéfique. Les adultes transfèrent énormément leurs peurs, ce qui génère beaucoup de blocages et plus je discute avec les gens et plus je me rends compte, en fait, les envies qu'on a enfant, c'est, vos envies innocentes. C'est-à-dire que moi, enfant, j'aimais masser, j'étais passionnée de nutrition et j'adorais le sport. Mais qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? J'ai laissé place à ces envies-là. Et en fait, l'enfant sait, enfin, c'est mon avis, hein, mais l'enfant sait ce qu'il aime et Ouais, ouais, ouais. c'est l'adulte qui commence à se mettre des barrières tout seul. Mais si on se rappelle de ce qu'on voulait faire enfant, heu, en fait, je pense qu'on a la solution à beaucoup de questions. L'enfant sait ce que l'adulte a oublié, c'est ce que j'ai envie de dire, en Ouais, fait. c'est vraiment ça. Parce que se reconnecter à son soi, c'est souvent se reconnecter à cet enfant et moi, c'est quelque chose, qu'on me dit souvent: «Tu as la spontanéité d'un enfant». Parce qu'en fait, je réfléchis pas trop, je fais mes trucs. Ça passe pas. Pour être honnête avec toi, j'ai essayé de m'adapter à la société. Donc vraiment voilà, de faire du tu sais, du 8-16 et d'être, ça ne me va pas, en fait. Et puis encore une fois, ça ne me va pas parce que simplement c'est pas la vie que je veux. Donc c'est très vrai. Se reconnecter avec son enfant antérieur, c'est très, très puissant et c'est tout ce que tu viens de dire jusque maintenant, on en revient un peu à cette truc de cette idée de revenir aux origines, quoi. Oui, oui. Rester simple, se reconnecter avec l'enfant, tu vois? Heu, on est vraiment sur des choses qui ne font que se renforcer, l'une l'autre, des idées qui ne font que se renforcer l'une l'autre, quoi. OK. Du coup, si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? Bah, ce serait une de mes clientes, hein. Alors si elle écoute le podcast, elle va rigoler, elle va dire: «Moi?» Mais c'est une des clientes que j'admire le plus, elle s'appelle, Fiona Remy. Fiona Remy, c'est une de mes anciennes collègues qui travaille toujours aux soins intensifs et cette femme a une force mais incroyable. C'est-à-dire
elle arrive à avoir un boulot, enfin, intensif, avoir des projets au travail. Elle a 2 enfants, dont un enfant a besoin spécifiques. Elle est séparée. Au niveau du soutien de sa famille, elle a un contexte familial qui est un peu compliqué, donc elle bénéficie pas de tout le soutien de l'entourage par rapport à une autre personne. Et je trouve qu'elle ne lâche jamais. Et c'est quelqu'un qui est toujours positif, qui ne s'étalera jamais de ses problèmes, qui va toujours trouver des solutions à tout. Et c'est quelqu'un que j'admire moi, quand elle me raconte parfois des bouts de sa vie, je me dis, mais moi, je serais déjà à terre. Et en fait, elle est toujours debout avec la banane. Et là, elle arrive en plus de ça à venir une fois semaine s'entraîner avec moi. Et je trouve, voilà, il lui manquait la pièce de s'occuper d'elle et elle l'a trouvée. Et je trouve que c'est quelqu'un elle a une force incroyable. Voilà. Ouais, très inspirant, hein. Moi, j'appelle ce genre, ce type de personnes les héros du quotidien. Ah, franchement, Tu c'est sais, pas besoin d'avoir de cap, il suffit d'être aligné, d'être inspirant en fait. Et tu l'es quand tu es aligné, tu es forcément inspirant, quoi. ça. Et j'avais noté dans mes notes d'une super woman. Tu vois, c'est vraiment la définition. Ouais. De celle qui assure. Et quand tu l'écoutes, elle te dit mais rien n'est parfait et t'as envie de lui dire ouais mais tu gères tout quand même quoi, c'est trop bien. Bah c'est ça, c'est tendre vers l'excellence, la perfection, ça n'existe pas comme le bonheur. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu crées et vers lequel tu tends. Donc c'est encore une fois un chemin et non une arrivée ou un lieu, quoi. Ah, c'est top. Merci de partager l'histoire de cette personne. C'est super inspirant. Est-ce que du coup, tu as, avant qu'on se laisse, un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent? Mon dernier conseil, ce serait n'attendez pas d'être prêt pour démarrer quelque chose. Ça rejoint un peu le mieux et l'ennemi du bien. C'est voilà, vous avez envie, combien de personnes j'ai entendu: «Je commencerai le sport quand j'aurai perdu du poids». J'ai envie de leur dire: «Mais les gars, en fait, vous allez perdre du poids en faisant du sport. Je viendrai quand je serai prêt, quand j'aurai plus mal au dos. Là, pour l'instant, je peux pas venir, j'ai mal au dos». Oui, mais en fait, t'as pas compris que le mouvement allait te permettre d'avoir moins mal. Et en fait, c'est toutes des personnes qui se mettent des freins et en fait, c'est des mauvaises enfin, ce sont juste des excuses, en fait, hein. Mais l'idée, c'est de se dire, vous allez obtenir des résultats en commençant. Là, par C'est ça. exemple, mon conjoint est en train de se lancer, en tant qu'indépendant dans les sites internet. Hem, je lui ai dit: «N'attends pas que ce soit parfait, si c'est parfait, c'est trop tard. Donc tu te lances, tu commences à faire ta promotion et puis, il y a un truc à modifier, tu le modifies, tu es toujours à temps de faire ça». C'est voilà. Ça me rappelle des discussions qu'on a eues, c'est marrant. Ouais, non, c'est carrément, je suis 100% d'accord avec toi et c'est vrai qu'effectivement, se lancer, c'est la première étape qui fait souvent très peur, mais c'est encore une fois, c'est une phrase qui me tient tellement à cœur, c'est de l'autre côté de la peur se trouve la réussite, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Il y a tellement de belles choses de l'autre côté de la peur, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, non, top, merci beaucoup. Du coup, tu l'as pas vraiment dit, donc je vais juste implémenter ça dans la question, mais comment te contacter par mail, Instagram, etc. Mais aussi, dans quelle région tu es? Pour les personnes qui, par exemple, voudraient faire un massage, venir essayer tes cours perso ou plutôt en groupe. Voilà, donc rajoute juste un petit peu le lieu où tu es, et puis tu as la façon de te contacter. Alors, moi, je reçois les gens et j'accompagne les gens sur la région de Namur, donc Namur, Davin, Ouépion. Voilà, Ouais. c'est ma zone, Belgique, du coup. en Belgique, oui, pardon. Donc en Belgique, Namur, Non, mais on est international, donc. Dave, Ouépion. Les réseaux, c'est Instagram Move with Gabi, donc Move avec 2 O, parce que c'est Ouais. super stylé. T'as raison. Vraie histoire, true story. True story, non, c'est parce que je suis nulle en anglais, que j'ai mis 2 O, et puis que quand je me suis rendu compte de ma faute, je savais pas modifier. Voilà, mais C'est pépite. Moi, j'adore. Tu vois, ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est la vraie vie. Mais en plus, c'est vrai que c'est stylé. Je le mettrai dans la description. J'ai pas encore trouvé exactement comment cliquer juste sur le lien dans la description YouTube. et Mais de toute façon, ce sera noté. Il y aura plus qu'à j'aurai copier-coller. même le lien pour Facebook, et j'ai aussi ma chaîne YouTube dans laquelle je diffuse des petites vidéos éducatives. Tout s'appelle Move with Gabi, mon site internet, Instagram. Voilà, vous savez me retrouver avec ce pseudo-là partout. Magnifique. Eh ben, mais Gabi, un grand merci à toi pour ta présence et puis cette discussion holistique à souhait, comme on l'aime. Je te remercie. Je te souhaite du coup une bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci à toi, Benja, c'était trop cool de discuter avec toi.
Avec plaisir, vraiment plaisir partagé. À bientôt tout le monde pour un prochain épisode de The Holistic Way.